Au sommaire, dont refait le Mac, Apple change le patron de son intelligence artificielle et ferait appel à Google pour doper Siri. Nouveau boss, deal à $1 milliard. Siri encore repoussé à 2026. Gemini qui s'inviterait au cœur d'iOS. Apple est-elle en train de perdre la bataille de l'IA ou au contraire de préparer un retour spectaculaire? Bref, Siri, IA, où va Apple? Au-delà, IA, où va le monde? Quelles sont ses dérives? Débat en compagnie de Guillaume Gralet qui vient de publier Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, une immersion dans le cerveau de tous les géants de la tech. Le Mac. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On refait le Mac. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à nous suivre. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et Apple Podcast et à rejoindre le Club ORLM pour nous soutenir et venir assister avec nous aux enregistrements, voire y participer si vous êtes bon. Avec comme invité cette semaine en plateau fantastique Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. En plateau, le brillantissime Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Et on a invité cette semaine, il nous fallait un spécialiste de l'IA, un journaliste au magazine Le Point, témoin privilégié des coulisses de la Silicon Valley et de la course que se livrent les big tech sur l'intelligence artificielle. Guillaume Gralet. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Guillaume, tu es l'auteur d'un ouvrage passionnant, Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, une immersion dans le cerveau de tous les géants de la tech. Tu as tous ou presque interviewés. Ton tableau de chasse est impressionnant. Mark Zuckerberg de Meta, Sam Altman d'OpenAI, Alex Karp, le patron de Palantir, ou encore Marc Benioff de Salesforce, sans oublier Apple, que tu as tous interviewés ou presque, on peut le dire. Oui, plus ou moins, mais les vraies rencontres, elles sont parfois surprenantes et c'est parfois des gens un peu moins connus. Et on en parlera tout à l'heure. En tout cas, des gens qui pensent de manière un peu originale, c'est ça que j'adore. Et qui essayent d'imaginer le demain et quel impact pourrait avoir l'IA dans nos vies. Un petit mot sur Apple, tu nous racontes une anecdote quand même assez croustillante dans ton ouvrage, comment un jour, tu étais à Palo Alto et il te manquait à ton tableau de chasse, bien sûr, Steve Jobs à l'époque, et tu as toqué ni plus ni moins à la porte de sa maison à Palo Alto, et qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Oui, non, en fait, c'était pas du tout prévu. C'est que j'avais fait toute une enquête où j'avais pu voir des gens super intéressants comme Bill Atkinson, tu sais, qui est assez connu de sa photo en noir et blanc, où on le voit avec un Mac. Un des papas du voilà. Mac. Andy Hertzfeld aussi, qui était très sympa. Donc toute cette bande-là avait été géniale, m'avait accueilli. Et puis, j'ai vraiment vu des gens très intéressants, des chercheurs. Et puis, on m'avait dit... Steve, vous pouvez tout simplement sonner chez lui. Je n'avais pas osé. Quelques heures avant de prendre l'avion, j'avais tout simplement toqué à sa porte. Et sa femme, Lorraine, très très sympa, m'avait reçu, m'avait dit écoutez, c'est super d'avoir fait tout ce chemin, d'avoir osé. Mais là, il y a les enfants, c'est un peu compliqué. Puis comme je venais tout justement moi d'avoir deux filles, la première de mes deux filles, j'avais dit oui, bien sûr, je comprends. Et donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'était un peu haut en couleur et c'était une expérience assez marrante. Oui, et à l'époque, je dirais, en tout cas, Steve Jobs faisait partie de ces patrons de la tech qui étaient relativement encore accessibles, qui n'étaient pas forcément bunkérisés comme sont aujourd'hui certains dirigeants de la tech que tu décris si bien dans ton... Oui, en fait, voilà, c'est ce que j'essaye de dire, c'est que tous ne se ressemblent pas, il y a des caractères extrêmement différents. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit sur l'éducation, mais aussi comment on doit envisager les jobs de demain, notre rapport à la technologie, notre rapport à l'autre, tout ça, ça diffère vraiment selon les personnes à qui tu parles. Et c'est ça qui est assez fascinant, quoi. Derrière, à quel point les hommes derrière la machine sont importants. Avant de plonger avec passion dans ton bouquin et comprendre où va l'IA et qu'est-ce que nous réservent les gens de la tech pour l'avenir, on va s'intéresser à Apple, c'est bien plus terre à terre, et comprendre où va l'IA chez Apple. Où va l'IA chez Apple? L'actu chez Apple, c'est le départ de John Giannandrea côté IA, patron du machine learning et de l'IA depuis 2018, remplacé par Amar Subramania, ex-Google, ex-Gemini. On va essayer de décrire, de faire son portrait. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur le profil du discret, peut-être trop discret, Giannandrea, mon cher Laurent? Ouais, très discret, trop discret tout court, totalement discret. Écoute, c'est un ancien de Google, recruté en 2018. Il était censé sauver Siri, qui veut sauver le soldat Siri. Il était le patron de tout le machine learning et de l'IA chez Apple. Il part
officiellement à la retraite. On sait ce que c'est, le départ officiel à la retraite. Donc, il est là encore jusqu'au printemps 2026 et devient conseiller en attendant, mais son poste qu'il exerçait au jour le jour est remplacé. Donc, bien sûr, Apple, en mode très kind, l'encense officiellement, mais en coulisses, Siri, Apple Intelligence, il n'y a pas eu d'épiphanie, et ça y est, on a quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Alors Stéphane, est-ce qu'il a payé quelque part le retard, payé cash, le retard de Siri qui a été retardé à de multiples reprises? La date qui est en cours, aujourd'hui, ce serait pour 2026. Est-ce que tu penses qu'il paye pour ce retard? Clairement, parce que Tim Cook lui a déjà retiré la direction de Siri en 2025. Il était le grand absent de la dernière WWDC et n'a même pas eu de référence, ou il n'y a même pas eu de référence sur l'IA. C'est vrai qu'on n'en a quasiment pas parlé en juin dernier. Voilà. Et en plus, d'une façon générale, lui et Apple, de toute façon, ont sous-estimé la rupture LLM et les usages qui ont entraîné. Donc, ils étaient trop focalisés sur le machine learning, on va dire, classique, qui est certes important, parce que sans machine learning, il n'y a pas d'IA, il n'y a pas de LLM, etc. En se focalisant sur les photos, sur les suggestions, et pas sur l'IA générative qui a quand même... faut dire les choses comme ça, envahit le monde. On n'est pas loin d'1 milliard d'utilisateurs quotidiens ou quasi quotidiens en utilisant tous les outils à notre disposition. C'est quand même dingue que Apple, pourtant, il faut dire les choses comme elles sont, il y a moins d'iPhone que d'Android, et pourtant, ceux qui utilisent l'iPhone consomment plus de data qu'Android. Donc en théorie, ça serait parfait pour Apple. On va en parler. Qu'est-ce que tu penses justement Est-ce que c'est pour toi un bouc émissaire? Et au-delà, comment Apple a pu... c'est pas le seul sur le marché, j'imagine, à avoir pas su anticiper ce virage qui a été vraiment un coup de tonnerre à la fin de l'année 2022 lorsque OpenAI a sorti ChatGPT. Non, mais en fait, on a toujours vu Apple voulant utiliser l'intelligence artificielle de manière extrêmement discrète. C'est-à-dire qu'ils ont mis beaucoup de temps avant d'utiliser cette expression. Alors, c'est même pas Artificial Intelligence, c'est Apple Intelligence. Et pendant longtemps, c'était le machine learning. Et donc, l'idée, c'était d'avoir des toutes petites briques dont on ne se rend pas véritablement compte lorsqu'on les utilise. Et j'avais pu interviewer John Andrea pendant le confinement de mémoire. Et donc, j'avais eu une visio où il était chez lui, très sympa d'ailleurs. Enfin, je me rappelle, dernier étage, entouré de livres, etc. Mais Apple avait du mal à mettre en avant des personnalités. Il n'avait pas envie, comme c'est souvent le cas, de mettre spécifiquement en avant. Donc, parce que en fait, l'intelligence artificielle, c'est trop gros pour correspondre à un seul personnage, en tout cas, qui était à ce moment-là le choix d'Apple. Et effectivement, il n'a jamais été véritablement connu, ou il n'a pas incarné cette révolution en cours. À l'époque, alors que tu l'as rencontré, et justement, qu'est-ce qu'il a... Enfin, pour lui, tu insistais sur C'était une interview en visio. Ouais. Oui, autant pour moi. Non. Pour lui, c'était, encore une fois, une multitude de fonctions d'IA cachées, je dirais, dans iOS et dans l'iPhone. Ça devait être des petites étapes dont l'utilisateur, en réalité, ne devait quasiment pas se rendre compte et qui devait participer à cette révolution. Donc, à cette époque-là, déjà, deuxième confinement, ça remonte déjà à quelques années, il n'y avait pas véritablement une vision de construire un moteur LLM, comme l'est aujourd'hui ChatGPT ou Gemini. Il y avait déjà cette vision, parce qu'on sait qu'ils ont des chercheurs depuis longtemps qui travaillent sur ces modèles, mais il n'y avait pas la volonté d'en faire un combat, comme ça a été le cas par exemple chez Samsung, où l'intelligence artificielle est véritablement centrale, mise en avant. Ça fait partie de la guerre, entre guillemets, entre d'un côté Samsung, de l'autre Apple, et puis surtout Pixel, qui essaye de plus en plus de mettre en avant différents outils de retouche photo, etc., de vidéo. Ouais. Et encore une fois, c'est étonnant parce que c'est même Craig Federighi qui l'a déclaré lui-même lors d'une interview que Apple a pris conscience tout simplement de la puissance et de l'impact que pourraient avoir ces moteurs LLM lorsque toi ou moi ou Laurent ou Stéphane avons installé pour la première fois ChatGPT. On a fait waouh. Ouais, on s'est dit, là, il est en train de se passer quelque chose. Et c'est Craig Federighi chez lui pendant les vacances de Noël de cette année-là, c'était en décembre 2021 ou 2022, je ne sais plus. Ouais, 2022. Il a appelé Tim en disant Tim, il se passe quelque chose, et il lui aurait répondu demande à J. Andrea, c'est lui le spécialiste de l'IA. Ah, oui. Et l'IA a dit mais le LLM, moi j'y crois pas. C'est fou quoi.
Ouais, bien sûr, ils ont pas. Enfin, il n'y a pas chez Apple, en tout cas de l'extérieur, une personnalité qui incarne véritablement l'intelligence artificielle, comme ça a été le cas pendant un moment avec Yann Lequin et maintenant Alex Wang, qui est le nouveau patron trentenaire du laboratoire de superintelligence. Chez Google, c'est Demis Hassabis. Demis Hassabis qui s'est littéralement transformé. C'est-à-dire qu'au départ, DeepMind, c'est une entreprise qui a été rachetée par Google en 2014. Créé 4 ans plus tôt en Angleterre. Et Demis Hassabis, non seulement il réussit à imposer à Google le fait que DeepMind reste une société dans la société, avec ses propres locaux, ses propres PR, sa propre volonté d'imposer en réalité son rythme, sa volonté. Et puis petit à petit, c'est véritablement un coup d'état de DeepMind, puisque DeepMind, ni plus ni moins, prend la place de Google Brain. Et aujourd'hui, Demis Hassabis est le véritable patron de l'IA chez Google avec James Manica. Mais il incarne. En fait, on n'a pas vu une personnalité incarner l'intelligence artificielle chez Apple. Alors, oui. Ce que tu dis, c'est très intéressant. C'est aussi la rançon du succès. C'est-à-dire, Demis Hassabis, si on prend ce qu'il a fait, il a résolu des problèmes, il a montré qu'ils étaient capables de faire sur les protéines, sur toute une série de choses qui sont. Et alors qu'il y en a beaucoup qui ont fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Si on prend le cas d'Apple, dans le cas d'Apple, il y a plein de mauvais résultats. Tu vois, de résultats. Il n'y a pas un résultat qui dit purée, Apple a excellé dans ce domaine. Alors que DeepMind, ils ont dit au début, on va commencer avec le Go, avec les protéines, et toutes ces petites choses ont été faites. À un moment donné, on a fait mais le mec, c'est les chercheurs et ils y arrivent. Et donc d'un côté, on s'est dit mais peut-être que finalement il y a un intérêt quoi. Il faut le chemin inverse de Meta. Oui, alors Apple, ça se voit parfois peu, c'est-à-dire que ça va être dans l'utilisation de certains processeurs, même la détection de certaines attaques. Là, il y a vraiment de l'intelligence artificielle. J'ai pu visiter un laboratoire à Munich où effectivement on utilise l'IA un petit peu au quotidien, mais effectivement en LLM, en modèle de langue, on n'a pas vu un produit qui fait faire waouh. Parce qu'en fait, c'est l'usage qu'ils ont. Mais en fait, pour revenir sur Google, il y a un truc qui était intéressant, et je trouve ça vraiment fort de la part de DeepMind. Quand DeepMind a été racheté en 2014 par Google, combien ils faisaient de chiffre d'affaires? C'était Zéro. D'accord. Combien ils en font aujourd'hui? Zéro. D'accord. Et en fait, pour moi, c'est de la recherche fondamentale. Exactement, parce qu'il a basé, et c'est pour ça qu'il a une posture. Et que l'incarnation que tu évoquais est encore plus forte, c'est que c'est pas les chiffres qui importent et le chiffre d'affaires, c'est après Google en fait ce qu'il en a envie en prenant cette recherche et il en fait des produits et éventuellement du chiffre d'affaires. Mais DeepMind en fait zéro, c'est ça que je trouvais ça fort. Pour revenir à Apple, que pensez-vous du profil du nouveau impétrant chez Apple, à savoir Amar Subramania, qui est un ancien de Google, qui est un des papas de Gemini. Est-ce que justement c'est cette personne qui peut incarner je dirais l'intelligence artificielle chez Apple, moderne, un moteur de LLM. On verra qu'il y a plusieurs tiroirs, on va dérouler dans cette émission. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce profil? Un ancien dirigeant pendant presque 16 ans chez Google, Amar Subramania, il est passé très rapidement chez Microsoft. En tout cas, moi je le connais pas, pas du tout, et je rêve de le rencontrer, de le connaître. C'est ton tableau de chasse, c'est prévu. Non, mais en tout cas, je pense que c'est quelqu'un de fascinant. Ce qu'on peut juste dire, c'est que Google est l'écurie parfaite, dans le sens où, bien sûr, il y a l'équipe DeepMind, mais on se souvient tous du papier Transformer, en tout cas, qui a donné naissance au LLM, et 2017, et quasiment tous les signataires étaient alors chez Google. Et Google était véritablement en avance. Alors, ils ont décidé, pour plein de raisons, de ne pas le sortir à ce moment-là. Mais il y a toute une culture, effectivement, Gemini, LLM, qui peut permettre à Apple de revenir, en tout cas, sur ce segment-là. Sur le papier, en tout cas, c'est bien, parce que puisque c'est au conditionnel qu'on doit l'annoncer encore, que Google, Apple s'acoquinerait avec Google au niveau du LLM avec Gemini, le fait d'avoir quelqu'un de la maison pourrait faciliter le boulot aussi. Alors, avant de comprendre quelles sont les pistes pour essayer de sortir de l'impasse, puisque vous allez voir que Siri est dans l'impasse, et la piste, effectivement, ce serait peut-être de s'acoquiner avec Google. On va essayer de comprendre justement ce qui s'est passé et où on est Siri aujourd'hui. La refonte de Siri dans l'impasse lors de la présentation d'Apple Intelligence, il y a déjà presque 1 an et demi maintenant, lors de la WWDC, Apple avait promis un nouveau Siri contextuel capable d'analyser, d'enchaîner des actions complexes. Bref, d'être enfin intelligent. Il devait arriver à la fin de l'année 2024, puis 2025 et encore un report en 2026. Notez que, personne ne l'a vu, ce moteur de LLM qui a été
démontré lors d'une vidéo de la WWDC. Toi, tu n'as jamais fait le test, on est bien d'accord. Personne ne l'a vu, à part Apple. Hein. Ouais, non, j'ai pas testé. Personne. Voilà, exactement. Et les dernières démos d'Apple, qui sont assez bluffantes, hein, par exemple dans le voyage, Oui. c'est pas Apple qui les a faites. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à des solutions externes. C'est brandé Apple. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo pour la réservation de billets d'avion avec très complexe. Hein. Donc c'est une approche très agentique de la réservation, comme tu aurais une interaction avec une agence de voyage. Hein. Je veux partir à tel endroit. Est-ce que il connaît tes cartes de voyageurs frequent flyer, je sais pas comment on dit. Voilà. Et le truc, la démo, elle est impressionnante. C'est packagé. La vidéo, elle est magnifique, faite par Apple. Et en fait, à la fin, il y a le nom de la société qui le fait. Et tu te rends compte que même ça, c'est fait. Tu vois. Alors après, ouais, ça peut être aussi dans l'écosystème développeur. Ouais. Et encore une fois, parce que ce qui me frappe quand même dans cette recherche continue chez Apple, c'est à quel point ça va être appliqué au hardware. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion conjointe dans le hardware. Je parlais tout à l'heure d'un laboratoire à Munich, je suis allé dans un autre à Paris, où là, on va anticiper des attaques, des intrusions, et on voit à quel point les chercheurs s'intéressent à la fois au logiciel et au hardware. Alors, essayons de comprendre pourquoi Siri est dans l'impasse. Déjà, la difficulté d'Apple, c'est que, contrairement à Google ou au ChatGPT, ils ne partent pas de zéro, parce qu'ils ont un Siri et un iOS qui a presque plus d'1 milliard d'utilisateurs de par le monde. Techniquement, ce qu'essaye de faire Laurent Stéphane, Apple, est très difficile vraiment de créer une nouvelle génération avec une architecture qui se veut hybride, différente des autres, hein, déjà. Elle change de changer de modèle. Hein. Tu veux pas Non, oui, tu as raison. À la fois une vision comme le ChatGPT dans le cloud, et à la fois une vision où, pas ça. tu disais, le hardware, on veut, pour la privacy, avoir... Apple aime les produits finis. Okay, quand Apple qui sort un fonctionne produit, c'est... je veux dire, quand tu utilises une app Apple ou une app qui fonctionne sur un produit Apple, les deux produits sont bien finis. Tu vois, je veux dire, Siri, aujourd'hui ça fait 20 ans encore, qu'il n'est pas fini. Hein. Aujourd'hui, je te rassure. Hein. Non, mais aujourd'hui encore, quand tu utilises iOS, tu as un mélange entre le hardware et le software qui rend l'expérience utilisateur exceptionnelle. Okay, et c'est inégalé. C'est leur marque de fabrique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'IA, il y a deux problèmes auxquels ils doivent faire face. Le premier problème, c'est la vitesse à laquelle va l'IA. Le deuxième, c'est qu'il n'y a rien de solide dans l'IA qu'on connaît aujourd'hui. Les LLM, il y a plein de fragilités d'une version à l'autre. Regarde de ChatGPT, quand ils ont sorti la version 5, on disait ça va être exceptionnel. Très vite, ils ont sorti une 5.1 parce que la 5, elle n'était pas si exceptionnelle que ça. Et donc, ça va à l'encontre de l'ADN d'Apple qui veut quelque chose de très carré, tout ça. Donc les autres avancent. Pas dans leur culture, en fait. Et tu sais, c'est... Chez Facebook, il y avait ces pancartes. Ils avaient, à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui blaguaient en disant que c'était devenu une boîte à fabriquer des pancartes parce qu'ils avaient plein d'affiches exceptionnelles. Mais c'était casse les choses et avance. Oui, ou alors done is better than perfect. Voilà. Tout à fait. Donc, on veut faire des choses et casser et plutôt que. Et c'est pas du tout la philosophie Apple. Donc en fait, ils souffrent parce qu'ils ont c'est la double peine pour eux. Ils souffrent ou ils vont mieux revenir. On va voir. C'est là où il y a peut-être effectivement, c'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être que finalement, quand ils vont arriver avec quelque chose qui marchera peut-être pas aussi bien que le reste, mais qui marchera bien dans l'usage de monsieur tout le monde. Mais souvenez-vous des promesses d'Apple lors de la conférence des développeurs, encore il y a 1 an et demi, où ils essayaient de sortir un petit peu de cette course à l'IA en proposant encore une fois un modèle différent, avec un côté, un petit modèle d'IA on-device, hein, pour des tâches récurrentes, simples, et qui valorise le hardware d'Apple que tu décrivais tout à l'heure. Des gros modèles sur le cloud classique, mais c'est vrai que ce qu'Apple a l'architecture aujourd'hui, tout le monde nous parle de l'architecture d'Apple, mais personne ne l'a vu. Hein, il faut quand même des serveurs et des puces qui carburent. Et puis surtout, le mantra d'Apple, la privacy, la confidentialité des données. Et on sait, tu l'illustres très bien dans ton bouquin, que l'ensemble des acteurs de l'IA ont une boulimie de données terrible, et la privacy, entre guillemets, ils s'assoient un petit peu dessus. Est-ce que c'est pas ça aussi l'un des freins d'Apple? C'est-à-dire qu'ils se sont fixés des règles qui sont certes vertueuses, mais est-ce que c'est compatible avec un modèle de LLM qui puisse se développer aussi vite que la concurrence? Ça reste sa force, je pense. Hein, mais effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin... En fait, pourquoi on a besoin si on s'intéresse au téléphone, pourquoi on a besoin d'intelligence artificielle? Ça peut être pour... classer des photos, corriger les photos, ce que Pixel, Google et même Apple font très bien. C'est-à-dire qu'on fait un selfie, oui, mais on fait un selfie, ils vont corriger le regard, regarder, etc. Tout ça,
tout le monde arrive à peu près à le faire. Ça peut être aussi pour optimiser, j'en parlais tout à l'heure, l'affichage, optimiser la batterie. Le fameux modèle de langue, je ne sais pas si on va tous sur notre téléphone utiliser Gemini parce qu'on a un Pixel ou on va plutôt aller vers ChatGPT, celui qu'on a l'habitude d'utiliser en fait. Donc, est-ce que c'est véritablement grave s'ils n'ont pas un modèle de langue ultra performant? Je ne sais pas. C'est sûr. Là où je suis d'accord, c'est en fait, ils ont créé quand même un outil de communication parfait qui a changé nos vies. Ouais. On peut travailler, Avec prendre l'iPhone. plaisir. L'iPhone, bien évidemment, et tous les autres ont suivi. Je rappelle quand même qu'à l'époque, les numéros 1, c'était Nokia. Nokia ne croyait pas au smartphone. Le jour où l'iPhone est Et sorti, John André et Apple ne croyaient pas. ils ont regardé l'iPhone comme ça. Ils ont regardé l'iPhone comme ça. Ils disent, mais attends, un téléphone sans clavier, déjà, c'est pas possible. Et ils rigolaient. Ils disent, c'est une plaque. Il y avait le etc. communicateur de Nokia, c'est ça? Voilà, avec des mais touches, même, tout. voilà, ils pensaient qu'ils étaient. Et en fait, il y en a un sur les 8 du conseil d'administration qui était là, parce qu'à l'époque, je vous rappelais, quand même, c'était compliqué d'avoir un iPhone, parce qu'ils étaient quand même en avoir un, il fallait être débrouillard, et c'était un petit employé. Il y en a un qui a eu l'idée d'appuyer sur le bouton et d'ouvrir et dit, ah mince, le problème, il est à l'intérieur. Venons au sujet, les Voilà, amis. mais bon, pour revenir sur le sujet, sur l'IA, en l'occurrence, c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'outils, et donc c'est vrai est-ce qu'on peut être bon partout? Non, mais Est-ce que il n'y a pas de question Apple- d'être non, bon partout. non, mais Stéphane, Olivier, le produit n'est pas sorti. Je sais. C'est même pas question d'être bon. Donne-lui la chance au produit. Il n'est pas sorti. Et que je sache, les dernières nouvelles ne seraient pas très bonne. Non, Pas mais très justement, c'est pour c'est pour faire la liaison avec le prochain sujet, parce que j'ai vu le prochain paragraphe. Mais, je voulais juste dire un truc, c'est que est-ce que Apple a cherché à être sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas la même portée. Je sais. Non, mais c'était pourtant très à la mode. Est-ce qu'ils ont comme cherché si tu me à disais que je sais pas moi que les réseaux sociaux ont une impact aussi forte qu'on va le voir en fin d'émission avec Guillaume. Enfin, vraiment, c'est un changement de civilisation. On en parlera avec toi. Ces 10 dernières L'IA, années. ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. A été un changement de civilisation, mais c'est encore beaucoup plus fort. L'iPhone, c'est un micro-phénomène par rapport à ce que l'impact que peut avoir l'IA. Oui, après, encore une fois, peut-être, tu vois, on parle de révolution. Bien sûr, l'IA, moi je suis convaincu, je suis passionné. Il y a les modèles de langue, mais il y a d'autres IA qu'on invente, les fameux world models, etc. Mais peut-être là où Apple a réussi, peut-être plus que les autres, c'est tout ce qui concerne les capteurs de santé. Ça, sur certains... sur certaines features, notamment... pour prévenir certaines maladies cardiovasculaires, etc. Là, on a vu Apple avancer quand même de manière très intéressante et peut-être assez utile aussi. Bien sûr. En tout cas, on lisait on ne comprend pas toujours pourquoi Apple se heurte à ce plafond de verre, là où des acteurs plus modestes, on pense à des acteurs qui ont beaucoup moins d'argent et de moyens et de humains et de talents, enfin d'argent pour aller chercher des talents, et heureusement il y en a en France comme Mistral ou QTI, et le modèle il est toujours pas là. Quelles sont les dernières nouvelles concernant la dernière évolution de Siri qui expliquerait que John Andrea s'en va? Alors, les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, les performances ne seraient pas encore au niveau de ce que la boîte veut monter, en tout cas publiquement. Et donc, d'où les reports consécutifs et la sensation d'être en chantier permanent. Donc, les modèles on-device manqueraient de puissance. Et donc, les modèles cloud d'Apple, donc le Private Cloud Compute, ne seraient pas encore au niveau des géants. Et Siri ne serait toujours pas capable d'être un véritable assistant moderne, équivalent à tous ceux qu'on a pu voir et qu'on peut tester encore au quotidien aujourd'hui. Donc, Apple aurait pris conscience de la nécessité de faire un reset complet puisqu'en clair, ils jetteraient le Siri qu'ils sont en train de développer à la poubelle, comme ils ont jeté à la poubelle il y a 30 ans macOS 9 pour pouvoir racheter macOS 10 et racheter Next et Steve Jobs. Et le profil d'Amar Subramania, tu l'as dit, est très intéressant de par son profil Google. Et puis, il sera sous la tutelle directe de Craig Federighi. Donc, l'organisation, elle est vraiment différente. Craig Federighi va en chapeauter tout le logiciel et l'IA dorénavant. Il n'y a plus de John Andrea d'un côté et Craig Federighi de l'autre. Mais ce qui va être intéressant à suivre aussi dans les prochains mois, c'est le fameux device, l'appareil que va sortir OpenAI. Je vais mettre au conditionnel, moi. Ouais. Toi, tu penses qu'il ne va pas le faire? Je pense qu'ils ont juste racheté la boîte de non, je pense que Johnny AI juste pour faire joli. Non, je pense que, et je te disais, j'ai lu ce week-end ton livre, et tu racontes cette anecdote sur la rencontre entre Altman et Steve Jobs, à l'époque de l'appli. Donc, il avait 22 ans, Altman, et Steve Jobs a eu cette phrase un peu dure en disant « il est faible ».
Et je me dis, dans le Altman qu'on connaît aujourd'hui, hein, Oui, la première fois qu'ils se voient. ouais, et donc dans à la conférence développeur d'ailleurs. et donc Ils ont fait une derrière, application pour l'iPhone. Ouais, hein. ouais. ouais, et donc derrière, tu te Qui dis, n'avait rien à voir avec l'IA à l'époque. non, mais ce que je veux te dire, c'est que il y a peut-être un combat, tu vois, de vouloir, je veux pas dire tuer le père, mais ce personnage qui l'admirait, Ça, c'est tu intéressant, vois, ouais. et derrière se dire que finalement aujourd'hui, en travaillant avec quelqu'un qui a travaillé avec Steve Jobs, tu reproduis quelque chose, Bien tu sûr. vois, et Ah, mais en il y a plus un tu mimétisme, c'est voilà, évident. Steve Jobs, c'était Apple, et donc Apple, c'était une réussite qui a inspiré pas mal de monde. Travailler avec Johnny Ive, qui a été au cœur du réacteur, en plus, c'est un des rares qui a eu une relation pas trop conflictuelle avec Steve Jobs. Ah, Il y en a même pas plein du qui ont, tout, non, mais, même, hein. non, il y en a plein qui ont travaillé, qui ont des relations très conflictuelles et qui ont très bien travaillé avec lui, mais avec une relation conflictuelle. Là, on sait qu'il y a eu ça. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose. Entre les lignes, je me dis peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Est-ce que pour voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, considérer que ce recrutement est plutôt une bonne nouvelle, que On Apple attend de suit l'exemple et l'école Google dans sa démarche, sachant, on le disait tout à l'heure en préparant cette émission, Stéphane, qu'aujourd'hui, les géants de la tech se livrent à une concurrence effrénée pour recruter les talents de l'IA et débauchent à des millions de dollars Alors aujourd'hui. c'est sûr qu'il y a eu ces derniers mois, il y a eu alors c'est Meta qui était le grand agitateur. On avait des salaires qui tournaient, qui étaient plus que Ronaldo et Messi réunis ou les pilotes de Formule 1. Oui, c'est des centaines de milliers de dollars par mois, voire des Milliers, millions de dollars non, pour millions, certains. on était en millions là quand même Ouais, pour les primes par à la an. signature parce qu'on était comme des footballeurs. Hein. Et donc c'était devenu, et donc en gros il y a eu vraiment je sais pas, Une inflation. plus qu'une inflation, c'est-à-dire qu'en gros ils étaient nombreux. S'il y en avait qu'un ou deux, je veux bien, mais, Ouais. mais ils étaient très nombreux à profiter Meta de a ça. acheté des boîtes Ils ont entières avec acheté, voilà, et en gros, plusieurs millions. et après ils se sont calmés, ils ont arrêté d'un seul coup pour Ça a pouvoir. énervé d'ailleurs Sam Altman, qui Ah a bah, bien dit mais évidemment. ils vont se calmer, etc. Bah oui. Ça- Il y a de quoi. Et c'est vrai qu'on était à coût de millions et de dizaines de millions de dollars par an de salaire, des grosses primes à la signature, parce ils savaient qu'ils étaient obligés de faire ce type de choses. Et chez qui ils débauchaient au tout début? Meta, chez Apple. Bien sûr. Donc ils ont quand même On l'a réussi. vu récemment avec Ouais. Alan Dye, qui Voilà, est pas dans ils ont- l'IA, qui est dans les interfaces notamment et Non, mais- le design, mais qui va designer les produits de Meta, Voilà, qui et était donc le papa de l'interface iOS 26 notamment. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, en gros, bon, si Apple va faire la même chose et aller chercher, parce que Gemini, faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ici, il y a souvent des classements qui peuvent être plus ou moins contestables. Mais en gros, là, le dernier Gemini, quand même, Incontesté et incontestable. est quand même une très belle réussite. Faut dire les Oui, mais en choses matière comme elles sont. d'interface, il y a encore beaucoup à faire. Bien évidemment, mais en termes de qualité de réponse et d'analyse et d'accompagnement au quotidien, même si ça rattrape pas mon Manus, que j'aime toujours autant. Toujours. Ouais. Ah, j'aime toujours Manus. Allez-y, c'est très bien. Voilà, mais c'est quand même bien. Et en plus, par rapport à tout ce qui va se passer avec un accord, donc on viendra un peu plus tard dans l'émission. Ouais, on va en parler. Justement, j'aime bien faire tes On transitions. va digresser, mais Voilà. allons-y vite. Mais non, mais c'est en tout cas, pour moi, c'est peut être qu'une bonne nouvelle. Maintenant, le problème, c'est pas une personne qui va changer tout. Non, mais après, il faut mettre un système d'organisation et Voilà, je trouve un chef qui sait où il veut aller, en disant, qui croit dans le produit. Si tu as un patron de l'IA qui ne croit pas dans les Non, LM, mais je même- vois pas non, comment non, tu peux reste pas- non, développer. non. Tu vois Olivier, comme je travaille un peu avec quelques groupes français sur l'accompagnement pour l'IA, les seuls où ça marche, c'est quand le patron tout en haut y croit. Et convaincu. S'il y croit Pense pas à Tim là-haut, Cook bah je voilà, pense qu'il pour est moi, il y convaincu, croit là. pas. Et j'entends d'ailleurs, Ah bon. peut-être Guillaume a plus peut-être de sujets, d'infos que nous, mais tout le monde dit c'est que Tim Cook doit se barrer et il se barre en 2026, ça y est, c'est sûr. Bah, en tout cas, il y a beaucoup de noms de successeurs rumeurs. potentiels qui se succèdent. Ouais. Bah voilà. On parle notamment de John Ternus, Ouais. qui est le patron du matériel chez Apple. On parle également de Craig Federighi, qui est le patron de logiciel. Et Et aussi- on parle d'un revenant, Oui, mais on parle aussi des de départs. Tony, hein. de Non, Tony Fadell, tout à fait. qui, Mais, qui a fait ce deux fois serait l'émission avec tellement nous. Donc bien. on aurait peut-être une interview. On aura une exclusive du interview, futur on aura une patron interview, il est déjà venu 2-3 fois il y a ici. des départs aussi. Il y a Srouji qui fait le hardware, qui serait en, qui voilà, a en annoncé, ce moment, qui a ça part annon- dans tous qui a les sens. annoncé qu'il voulait partir et il a Alan dit- Dye qui est et parti. qui pourrait prendre sa retraite et qui a dit mais qui voulait pas prendre sa retraite, qui voulait aller travailler chez un autre. Oups. Donc tu vois, ça bouge, ça. Question, Ouais, il y a question tectonique des plaques. candide, même si j'ai un peu une idée de la réponse, on sait qu'Apple n'aime pas les rachats, mais quand tu te retrouves dans cette situation-là, que oui, racheter Mistral, ça. Non, mais acheter ça- Mistral, racheter Anthropic, ce que tu veux, mais il y a des moteurs aujourd'hui qui sont adaptables du jour au lendemain. Avant d'aller jusqu'à racheter un modèle existant et de le licencier, comme on va en parler à l'instant avec Google,
Ça serait pas plus simple de racheter Anthropic, par exemple? Bah, c'est sûr que ça ferait sens. En plus, il y a une Et c'est là vision où, avec s'il y avait une responsabilité à donner, à pointer du doigt une responsabilité à donner à Tim Cook, c'est plutôt celle-là. Sors le client check, Tim. Non, mais sérieux. Non, tu as dit racheter Mistral, mais moi je pense que ça n'a jamais été envisagé. Ce point-là, il n'a jamais été envisagé. Je pense ouais, et pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que ça vient de Mistral en fait, et c'était, on savait qu'Apple cherchait, et donc c'est une info, et c'est une super info de la part de Mistral. La deuxième, c'est que Mistral n'est connu qu'en France. Ah, c'est pas vrai. Enfin, il n'est pas autant connu effectivement que Perplexity, normal, c'est notre Anthropic, champion national. etc., mais il est quand même, moi je l'ai entendu cité à des grandes conférences internationales. Oui, dès qu'on parle de science et tout ça, parce que oui, non, mais par exemple, mais Satya Nadella, alors c'était une dernière interview, enfin c'était pas la... Non, mais je pense qu'il y a un an et demi, je lui pose la question, qu'est-ce que vous avez fait hier? Elle me dit, hier soir, j'ai dîné avec Arthur Mensch, Marc Benioff, qui a investi aussi via Salesforce dans Mistral. Je trouve qu'ils sont super, ils devraient aller plus vite, tu vois. Ils ont été identifiés. Sam Altman, lorsque j'ai pu y parler dans la voiture, et il adore les scientifiques français, il les connaissait par cœur, il a voulu les embaucher, ça s'est pas fait finalement. Non, je pense qu'ils sont très très identifiés et on a ce génie technologique. Alors qu'on n'ait pas le capital risque, qu'on n'ait pas des boîtes suffisamment grandes et importantes, ça c'est sûr. Mais je pense quand même qu'ils ont été identifiés. Il y a eu cet accord lorsque Jensen Huang est venu à Paris pour sa conférence Nvidia pendant Vivatech. C'était avec Arthur Mensch. Et Jensen n'arrêtait pas de... Dans Microcosme, il est connu. Oui, enfin bon, là c'était quand même la conférence annuelle de Nvidia, tu vois. Il était... alors, il est moins connu et il est davantage connu en Europe, mais il est quand même connu mondialement. Alors, il faut vraiment qu'on avance, Laurent. On va d'ailleurs consacrer un chapitre aux différentes forces en présence et pays en fin d'émission. On va revenir sur les Français. Mais évidemment, vous l'aurez compris, Apple ne va pas chercher un académique pour diriger l'IA, mais un gars qui a fait tourner Gemini chez Google. C'est un signal très fort par rapport à une autre rumeur qui prend de plus en plus d'ampleur. Laurent et Stéphane vous en a parlé. Ça s'appelle Gemini et Gemini Inside iOS. Apple finaliserait donc un gros deal avec Google pour utiliser Gemini. On parle de 1,2 trillion de paramètres afin de motoriser le nouveau Siri Apple Intelligence. En gros, Apple change le patron de l'IA au moment même où il reconnaît implicitement qu'il a besoin du moteur de Google pour que Siri tienne la route. Qu'est-ce qu'on sait du deal, les amis? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Sundar Pichai a confirmé que Google travaillait avec Apple pour amener Gemini sur l'iPhone via Apple Intelligence, comme ils disent, comme un modèle tiers sélectionnable. Alors ça, c'est un modèle tiers sélectionnable, c'est pas forcément un remplacement. Mais on a vu que quand même les rumeurs, des leakers, on pense à Bloomberg, on pense à Reuters, sont multipliés ces dernières années. Ouais. Oui, c'est des rumeurs qui convergent vers le deal, apparemment. Oui, exactement, qui ont couru toute l'année. Effectivement, on irait vers ça, vers ce modèle, même si on est encore dans la supposition aujourd'hui. On parlerait d'un accord de 1 milliard de dollars par an payé par Apple à Google. Alors 1 milliard, ça peut paraître une somme énorme, mais combien paye Google pour avoir le moteur? C'est 20 milliards 20 milliards, là, je suis en train de chercher. Donc, en fait, Apple préserve cela. Donc, chaque année, il y a cet accord avec Google de 20 milliards de dollars. Là, je suis en train de dire pourquoi? Pour avoir le moteur de recherche dans Safari. Par défaut, voilà. En gros, c'est vrai qu'il y a eu, même s'il y a eu des soucis avec la justice, là, je suis en train de dire les choses, parce que ça date de septembre 2025. Ça a été annoncé officiellement en septembre 2025. Donc, c'est un accord qui est quand même qui a évolué avec le temps, mais aujourd'hui, il évolue tellement. 20 milliards, c'est considérable. On est à 20 milliards quand même. Juste pour avoir un moteur de recherche intégré dans Safari. Bah ouais, ça te laisse imaginer combien. 1 milliard pour Gemini, ça laisse relativement raisonnable. Il y a un détail quand même qui est important, c'est que d'abord le contrat serait présenté comme étant pluriannuel, donc ce ne serait pas one shot le temps que on sorte le nôtre, mais on va en parler. Et détail important encore, c'est que Gemini ne serait pas, la version du moins pour Apple, ne serait pas la même, elle serait différente du Gemini sur Android, les amis. Oui, Apple utiliserait une version qui serait une version Appleisée sur des serveurs potentiellement Apple. Non, ils ne sont pas potentiellement, c'est les serveurs d'Apple. Ce que je veux te dire, en tout cas, qui ne seraient pas sur l'infra Google. Voilà. Et l'idée, c'est quoi? C'est de garantir le mantra d'Apple, la confidentialité des données? Oui, le chiffrement, le contrôle d'accès, des audits. C'est la promesse, en tout cas, d'Apple à ses clients. Et puis surtout, Apple ne veut pas qu'en contrepartie, Google tire parti de ce qu'ils apprendraient des clients. Il reste concurrent sur plein d'autres domaines. Hein. Ouais. Là, donc, il permettrait de c'est les meilleurs ennemis ou conserver ce mantra privacy first.
Et puis d'un côté, Et de garantir que les données restent dans l'écosystème Apple. mais on disposerait de la puissance de Google. Et puis, ce deal ne comprend pas la version d'Apple Intelligence hébergée dans l'iPhone. Donc, on pourrait quand même encore avoir cette version hybride. Ce Siri local, qu'on attend de voir, et ce Siri turboisé avec Google. En fait, le terme d'orchestrateur moi, depuis que je l'ai mis sur LinkedIn, c'est comme ça que j'ai des gens... Orchestrateur. Orchestrateur. C'est dur à dire. Deux modèles. Orchestrateur. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est qu'en gros, moi, selon les usages, j'utilise tel outil, tel outil. Parce qu'ils sont plus efficaces selon un usage à un autre. Exactement. Donc, en gros, et donc, pour moi, si Siri se transforme en ce que nous, on est dans la vraie vie, en usager un peu averti de l'IA, ça permettrait encore plus d'intégrer. Donc là, Apple, ce qu'a réussi Apple en mettant les smartphones dans les mains des gens, même ceux qui n'étaient pas les plus technophiles, et en facilitant l'accès à la technologie à tout le monde, là, il permettrait d'accéder à l'IA de la façon la plus soft possible. Et ça serait génial. Si c'est ça, c'est un coup de génie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'aïkido, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on arrive à gagner malgré la force de l'adversaire. Ouais. Est-ce que, malgré tout, c'est pas un constat d'échec d'Apple d'aller voir la concurrence et dire on prend ton modèle et nous, on n'a pas été bon? Comment vous percevez la chose? C'est un constat d'échec? Est-ce que c'est, selon vous, peut-être une solution provisoire avant de lancer un modèle le plus puissant de Siri qui serait 100% made in Cupertino? En fait, dans l'histoire de la tech n'a été faite que de compromis. Regarde, si on prend Bill Gates qui a vendu le DOS alors qu'il ne l'avait pas, si on prend... Et ensuite, Bill Gates qui a réinvesti dans Apple. En fait, c'est plus que du compromis. Toute l'histoire de la tech... C'est pas la même vision, les amis. Mais bon. Toute l'histoire de la tech n'a été qu'un compromis. Hier, je relisais le passage... C'est de la com, l'investissement. Ce que je veux dire, c'est... c'est... les investisseurs. Tu vois, Linus Torvald, qui est le fondateur de Linux, qui se fait proposer le deal du siècle par Steve Jobs et qui hésite jusqu'au bout et qui le refuse. Aujourd'hui, 95% de l'Internet est motorisé par Linux. Tu vois, tu te dis, la face du monde, on est tout le temps à des moments où les choses peuvent se croiser et se faire. Moi, je ne suis pas choqué s'ils utilisaient un autre modèle que le leur. Après tout, Microsoft n'a pas fait mieux, finalement, en empilant les deals avec ChatGPT. Oui, en fait, moi, je me rappelle, je crois qu'il me pardonnera de le dire maintenant, mais je me rappelle très bien de Yann Lequin qui m'avait expliqué que Sam Altman avait fait un peu la tournée de tous les popotes, parce que Sam Altman n'est pas il est brillant, mais il n'est pas chercheur, mais il avait eu ce flair en réalité de récupérer l'intuition des chercheurs du papier transformer, et il avait toqué à la porte de tout le monde, et Yann Lequin m'expliquait, il a aussi été voir Mark Zuckerberg, etc. Et donc, il a aussi été voir Satya Nadella. Et Satya Nadella, il a vu justement une possibilité pour Microsoft qui n'était pas particulièrement en avance. Oui, comme beaucoup d'acteurs de la tech. D'investir dans OpenAI, de permettre à OpenAI d'acheter des serveurs, entre autres des chercheurs, et en échange de récupérer cette technologie qu'il a Copilote. Voilà, qu'il a déployée dans Copilot. Est-ce que... alors moi, ce qui m'intrigue quand même, c'est... En prenant un peu de recul, on parlait tout à l'heure avec Laurent de Sam Altman et de Johnny Ive. C'est le choix de Johnny Ive de prendre du recul chez Apple et de signer avec OpenAI et vendre sa société I.O. Il avait pris du recul avant quand même tout l'avènement de l'IA quand même. Oui, mais s'il a pris du recul, c'est qu'il y avait certainement une raison à cela, qui n'est pas forcément la raison officielle donnée par Tim Cook à l'époque, crois-moi. Et quelque part, ça renforce l'image selon laquelle il ne croyait pas peut-être à la force d'Apple dans l'IA. Qu'est-ce que toi, tu as entendu dire? Qu'est-ce que prépare Sam Altman concrètement avec Johnny Ive? C'est vraiment de se dire, le téléphone qu'on a tous dans la poche, ce ne sera pas forcément l'appareil de référence demain pour utiliser l'IA générative? Ce ne sera pas l'assistant privilégié? C'est le rêve d'effectivement beaucoup d'acteurs. Alors, on se rappelle il y a eu deux expériences qui n'ont pas véritablement fonctionné, les fameux PIN et iPin, etc. Oui, ça reste encore récent, mais oui. Oui, ou alors les projets les plus intéressants en ce moment d'autres formes facteurs qui pourraient remplacer le téléphone, ce sont, je pense, les lunettes connectées. D'ailleurs, on a vu Google, après avoir enterré ses Google Glass qui étaient beaucoup trop intrusifs. Ray-Ban, qui est avec Meta. Voilà, Ray-Ban, mais c'est effectivement Ray-Ban avec Meta qui fonctionne pas trop mal, mais surtout les fabricants chinois qui viennent ou reviennent avec des lunettes de plus en plus bluffantes, avec des choses qui vont s'afficher sur les lunettes. Le problème de Meta avec Ray-Ban, même si le form factor fonctionne très bien,
si l'acceptabilité des Ray-Ban est véritablement géniale, c'est qu'il y a encore parfois des problèmes de compatibilité, essentiellement en Europe, mais pas uniquement, pour faire fonctionner ces lunettes au quotidien. C'est en tout cas le form factor le plus intéressant. Et Sam Altman et Johnny Ive promettent un nouveau form factor, donc ça va être très intéressant cette année à vivre. Alors, on a bien compris qu'aujourd'hui, Gemini sert en quelque sorte de béquille de luxe. En plus, ils n'ont pas besoin de faire de recherche-développement. C'est Gemini qui le fait. Donc, c'est tout bénef. Mais à long terme, quand on lit ton bouquin, et on va arriver à ton bouquin dans quelques instants, Guillaume, quand on voit l'impact de l'IA qui va bien au-delà de l'arrivée d'une nouvelle techno, comme a été l'iPhone, ou d'autres, je dirais, strates technologiques qui a été vraiment une avancée importante dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut croire que justement Apple laisse passer le train et ne puisse pas construire son propre moteur LM quand on voit les enjeux que représentent ces moteurs demain pour notre société? Je te fais juste un parallèle, Olivier. Je crois que tu aimes bien la Formule 1. Un peu. Ah bon? Et hier, il y a un nouveau champion du monde. Non, pas hier, mais c'était il y a 15 jours, mais c'est pas grave. Il y a 15 jours, il y a un nouveau champion du monde. Et puis, il y a quelques semaines, l'écurie de cette personne était elle-même championne du monde en tant qu'écurie. Et en fait, c'est McLaren, et leur moteur, c'est un moteur Mercedes. Donc, on connaît des univers où des gens peuvent être champions avec un moteur qui n'est pas le leur. Ouais. Mais alors justement, l'impact de l'IA va bien au-delà de l'arrivée d'une nouvelle technologie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Elle est une rupture civilisationnelle, c'est dur à dire. Ouais. Et tous les géants de la tech le savent et se sont lancés dans une course effrénée pour dominer ce marché. Je serais très étonné qu'Apple laisse passer les trains. C'est ce que tu décris si bien dans ton ouvrage, Guillaume. Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle. Tu vas tout nous dire dans un instant. La guéguerre, alors IA où va Apple, mais maintenant IA où va le monde. Cap sur la Silicon Valley, Guillaume, avec toi, et sur les projets fous des géants de la tech autour de l'IA. On l'a dit en préambule, tous rencontrés dans ton ouvrage, Guillaume, car l'impact de l'IA va bien au-delà d'un assistant, on l'a dit, dans un téléphone. Oui, on a parlé tout à l'heure rapidement de Miss Hassabis. Donc, c'est l'invention avec DeepMind d'une IA qui précède les LLM grand public, qu'on a vu grosso modo apparaître avec ChatGPT en 2022. Et DeepMind, on en a parlé tout à l'heure, a eu des projets dans le jeu de Go, a eu des projets avec AlphaFold dans le repliement des protéines, a beaucoup de projets aussi dans les jeux vidéo, parce que Demis Hassabis, il est complètement fou de jeux vidéo. Et puis surtout, avec les cofondateurs de DeepMind, il a ce rêve d'arriver à cette AGI, lui, le passionné de science, qui a été nommé prix Nobel de chimie, quand même, il y a à peu près en 2024. Et il pense que cette IA générale, donc, qui sera capable de dépasser l'homme dans la totalité de ses capacités cognitives, pourra résoudre, c'est véritablement ce qui l'anime, je pense qu'il est sincère, tous les problèmes du monde, les problèmes climatiques, les problèmes de santé. Et c'est assez fou de voir cette foi qu'il a. Alors, c'est juste uniquement un des personnages, il y en a d'autres. C'est pas le seul, mais voilà. Effectivement. Il y a d'autres personnages très intéressants à qui je consacre un chapitre, comme par exemple Aravind Srinivas, donc peut-être pas assez connu, mais le co-créateur indien de Perplexity, qui lui, c'est assez amusant, il a une foi, moi je suis ressorti du rendez-vous absolument bluffé et avec la grosse patate, parce qu'en fait il m'a cité de mémoire, parce qu'il les adorait, Lavoisier, Poincaré, Fermat, tous les scientifiques français, il les connaissait par cœur. Et lorsque je lui disais, mais aujourd'hui, etc., et ben là, il me disait, mais vous avez Yann Lequin, vous vous rendez pas compte? Lui, il a fait le siège du bureau de Yann Lequin devant son bureau à l'université de New York. Patron de l'IA de Meta. Voilà, et qui a investi dans son entreprise. Donc, on a chez une grande partie de chez Pionnier. Alors, j'ai appelé ce livre Pionnier. Je me suis intéressé essentiellement aux créateurs de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant chez ces créateurs, c'est qu'ils ne se satisfont pas du tout de l'état des choses actuelles, et ils vont essayer de casser un peu les murs, de pousser les barrières pour inventer un nouveau monde. Ça peut être des mondes qui nous font peur, des mondes dystopiques. Moi, j'ai pas du tout envie de la puce Neuralink d'Elon Musk, mais Alex Wang, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, lui dit, moi, je vais pas faire d'enfants tant que je pourrais pas leur greffer une puce Neuralink. Cette puce Neuralink, elle a été vendue par Elon Musk au début comme à des fins thérapeutiques qui devaient changer la vie des tétras, mais personnes paralysées. Voilà, des personnes qui ont Parkinson, qui ont Alzheimer. Et puis maintenant, il nous explique, cette puce, elle va permettre aussi d'avoir une mémoire infinie, une capacité de calcul, parce que un surhomme, quoi. Voilà, un surhomme capable de rivaliser avec l'intelligence artificielle. Tous
toute cette effervescence, elle est fascinante et je pense que ça mérite qu'on en parle, qu'on décide ensemble de notre futur. Et c'est pour ça qu'on a le plaisir de te recevoir, parce que l'idée, c'est de montrer que ce n'est pas juste un petit moteur LLM qui permet aux gamins de faciliter leurs devoirs et leur écriture de mémoire. Hein. L'impact de l'intelligence artificielle, elle est colossale. Donc, on l'a dit, c'est une rupture civilisationnelle, j'arrive jamais à le dire. Tu le disais en préambule tout à l'heure, on met vraiment le cap désormais sur ce qu'on appelle une super intelligence, Guillaume. Oui, très rapidement, pour les modèles de langue nous impressionnent parce qu'on a confié à la machine ce qui nous semblait très humain, c'est-à-dire la maîtrise de notre langage, et elle peut nous donner l'impression de comprendre, d'avoir des émotions, etc. Mais il y a des ruptures qui vont bien plus loin que le simple langage. En fait, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, lorsque vous regardez ce miroir déformant qui est l'intelligence artificielle, c'est que non seulement il y a ces projets un peu fous de résoudre tous les problèmes du monde avec cette IA, mais il y a côté plutôt positif. Oui, ça c'est positif, effectivement, dans la promesse de résoudre beaucoup de problèmes. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a différentes manières d'envisager cette intelligence artificielle. Et j'ai eu la chance, avec mon métier, d'aller ces dernières années à des conférences qui sont peut-être trop méconnues en Europe. Ce sont les conférences Indaba qui ont lieu chaque année dans une capitale africaine différente. C'était le cas à Tunis, à Kigali, à Dakar. L'année prochaine, l'été 2026, ça sera à Lagos au Nigeria. Je pense que j'aurai la chance d'y aller. Indaba, ça veut dire rassemblement en Swahili. Et l'idée, c'est de rassembler tous les chercheurs africains en intelligence artificielle, qu'ils soient issus de la diaspora, travaillant au Canada, aux États-Unis, mais aussi sur le continent. Et ils vont inventer une IA intéressante parce que non seulement elle va s'appuyer sur la diversité des langues africaines, plus de 2000 langues, donc une IA peut-être plus riche au niveau de la culture, et puis peut-être une IA aussi plus économe en énergie, et surtout qui doit répondre à des préoccupations très importantes, très concrètes, par exemple pour l'agriculture ou encore la santé sur le continent. Peut-être un tout petit mot parce qu'on ne met pas souvent en avant, pas assez peut-être les femmes qui inventent des choses. Je fais tout un chapitre sur Pelonomi Moiloa, mais il y a aussi Kate Callow. Kate Callow, c'est une personne qui a grandi en France avec des parents d'origine centrafricaine, qui a eu toute une carrière très prometteuse avec NVIDIA et qui aujourd'hui travaille depuis le Kenya pour, avec Amini, déployer des satellites et que l'Afrique récupère en dehors de son grand territoire, de sa diversité de ses langues, des données à elle pour, elle explique, ne pas devenir, je trouve ça assez fort, une colonie numérique. C'est-à-dire que on a cette IA qui est complètement différente de celle qui oppose la Chine et les États-Unis et qui a inventé un continent tout proche de chez nous. Donc en clair, ça pourrait être un super accélérateur pour des pays entre guillemets en voie de développement et leur trouver des moyens de rattraper entre guillemets leur retard. Oui, alors de moins en moins en voie de développement. Je fais une petite parenthèse. Voilà. Quand tu regardes la qualité des mathématiciens africains avec un institut comme Ames qui est basé à la fois à Kigali et à Johannesburg, je pense qu'on a de plus en plus de leçons d'ailleurs à retirer d'eux. Cédric Villani, Sami Benjo, un autre chercheur, Mostafa Cissé, ils ont tous enseigné là-bas et c'est véritablement intéressant. C'est aussi intéressant que tout ce qui se passe en France avec tous les chercheurs qui vont quitter les big tech et qui vont inventer une autre IA française et européenne. Et frugale. À Mistral et à Kuta. Donc il y a plein d'enjeux, effectivement, tu l'as dit Stéphane, autour de l'IA, il y a plein d'effets secondaires qui sont majeurs. Hein. Tu parles de consommation énergétique, de traitement de données. Mais revenons à l'idée de la superintelligence, j'ai retenu une citation que tu as mise en exergue dans ton livre, qui est l'ancien patron de Google, Eric Schmidt, qui est l'ancien membre du conseil d'administration d'Apple. Dans 6 ans, l'IA sera plus intelligente que tous les humains réunis. Nous sommes à quelques années, peut-être 3, d'un monde où des systèmes surpassent l'humain, non seulement en langage, mais aussi en raisonnement, en stratégie, en interaction sociale. Ce sera une entité capable de prouver quelque chose de vrai sans que nous puissions le comprendre. On est vraiment à un tournant de notre civilisation. Oui, et puis il y a quelques jours, on a vu cette citation d'un des responsables, le responsable de SoftBank, expliquant que l'IA allait nous transformer, nous, en poissons rouges, face à un changement. Tout ça, c'est la crainte de cette fameuse apocalypse cognitive, c'est-à-dire ce que redoute et ce qui explique très bien. Parce que, voilà, on va en parler après, pardon, je ne respecte pas trop l'ordre, mais de cette IA surpuissante, elle peut être fascinante si elle est bien dirigée, si on en garde le contrôle et surtout si ça nous empêche pas de penser, de continuer à faire fonctionner notre esprit critique. Et on va voir dans un chapitre les dérives, pour conclure cette émission, effectivement, de l'IA, parce que tout ça est bien beau. Hein, ça peut être un moyen
de développement, d'améliorer, tu l'as dit, dans les sciences, dans la médecine, en Afrique et j'en passe. Mais d'un autre côté, il y a de vraies dérives et dangers autour de l'IA et tu l'as ressenti même sous ta peau, on va en parler dans un instant. Je le disais en préambule de cette émission, dans cet ouvrage, tu as rencontré les plus grands de la tech, tu les as tous interviewés, je cite Mark Zuckerberg de Meta, Sam Altman d'OpenAI, Alex Karp, qui est un peu moins connu, qui est le patron de Palantir, ou encore Marc Benioff de Salesforce. Quelle est la rencontre avec ces fameux moguls? Chacun est une sorte de gourou, comme était en son temps Steve Jobs avec sa philosophie, sa manière, sa vision du futur. Quel est le mogul de la Silicon Valley qui t'a le plus marqué, en bien ou en mal? Oui, il y a des rencontres. Encore une fois, tous ne pensent pas la même chose. C'est vraiment très intéressant. Reid Hoffman, par exemple, qui a co-créé LinkedIn, je le trouve extrêmement intéressant parce que il a, d'ailleurs, tout comme Alex Karp d'une certaine manière, il est passionné de philosophie, il a étudié à Oxford et il a véritablement une réflexion très, très forte sur ce que doit devenir la technologie. Une des fois où je l'ai rencontré, il était à la cathédrale Notre-Dame et il va régulièrement au Vatican pour participer à des cercles de réflexion qu'on appelle Minerva sur l'avenir de la technologie. Une personne moins connue, parce que moi j'aime bien quand les gens sont pas trop connus encore, c'est peut-être souvent plus intéressant, puis je pense que ça fait partie de notre métier de leur donner la parole. Laila Ibrahim, c'est une des chevilles ouvrières de DeepMind, elle est née au Liban, elle a étudié aux États-Unis, et elle adore l'Europe. Et moi, je lui dis, mais comment vous faites? Parce qu'à chaque fois que j'ai rencontré ces personnalités, un peu hors du commun, je leur demande comment vous voyez le monde dans 10 ans, quelle est la personnalité du présent, du passé que vous auriez aimé rencontrer, et surtout, que faut-il apprendre à nos enfants? Et Laila Ibrahim, elle me dit, de toute façon, cette IA, elle est là, mais j'ai une fille dyslexique, j'en ai une autre qui adore la poésie, et une s'en sert pour faire des mathématiques parce qu'elle interagit, elle continue à faire ses exercices. Si on réussit à avoir cette approche intelligente de l'intelligence artificielle, pardon pour la répétition. Plus philosophique, en tout voilà, cas. en tout cas philosophique et surtout très concrète, c'est-à-dire de pas donner à la machine la capacité de réfléchir à notre place, eh bien là, on pourra en sortir gagnant. Et donc, pour te répondre, Laila Ibrahim, je pense que c'est une personne fabuleuse à rencontrer. En tout cas, c'est une personne, tu n'as pas répondu à la question, en bien ou en mal, qui est à l'opposé total. Là, il y a une personne qui réfléchit. Il voulait du people, il voulait savoir si Sam Altman, il a été gentil Non, c'est pas avec du toi. tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnes qui réfléchissent, qui ont conscience Je pense que tout le monde réfléchit. Non, pour te répondre, c'est très important. De l'impact de l'IA sur notre société. Oui, non, mais je pense que tout le monde réfléchit. Mais je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins cyniques. On est à l'opposé d'un Mark Zuckerberg. Mais Mark Zuckerberg, il est extrêmement intelligent. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent, mais est-ce qu'il a conscience de l'impact qu'il peut avoir aujourd'hui Il le sait. Je pose la question à Guillaume. Non, mais c'est intéressant. Non, mais je pense que Mark Zuckerberg, en tout cas sur ces derniers mois, il est véritablement décevant parce qu'en fait, on voit qu'il n'a pas du tout de gouvernail. On voit pas qu'il a une colonne vertébrale. Et on n'arrive pas à avoir le même Mark Zuckerberg, celui qui a présenté ses excuses après Cambridge Analytica, celui qui a valorisé ensuite Sheryl Sandberg en disant que c'était formidable, cette femme qui avait publié ce livre Lean In, qui lui avait donné ce pouvoir dingue, et puis ensuite celui qui va redevenir masculiniste, dire absolument tout ce qu'il veut à Washington pour rester dans les petits papiers de Washington. Donc on ne voit pas de véritable colonne vertébrale. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il faut constamment rappeler, les challenger, leur demander d'expliquer le monde dans lequel ils veulent vivre, expliquer aussi que ce monde doit rester ouvert. Et en ce sens, tu as raison de citer QTI ou des initiatives comme celle de Hugging Face, parce qu'elles sont importantes qu'on puisse, nous, tous... QTI, c'est l'OpenAI à l'origine, voilà. Libre, ouvert, mais c'est... Parce que le monde, il s'accélère, mais il faut absolument que ces débats, notamment. Pour moi, ils sont fondamentaux. Quel est le monde? Quelle médecine pour demain? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Pourquoi on va avoir une explosion des inégalités? Comment on va tous avoir du travail? Il n'empêche, quand tu décris en... Vous voulez peut-être intervenir sur Vas-y, continue. Quand tu décris ta tentative de rencontre avec Steve Jobs, moi, j'ai pas souvenir quand j'avais la chance de croiser... de pas trop près, parce qu'il n'aimait pas trop, tu sais, les journalistes, mais quand j'avais la chance de le croiser et d'échanger quelques mots avec lui, il n'était pas entouré de 14 gardes du corps. Oui. Non, il était relativement accessible. Oui, puis quand Walt Mossberg se baladait avec lui, ça se passait très bien. Et aujourd'hui, dans ton ouvrage... Et d'ailleurs, il dormait aussi chez il avait des relations très personnelles aussi avec certains journalistes français.
C'était assez rigolo. Chez qui il dormait aussi. T'as failli donner des scoops là. Non, mais je me rappelle plus de son nom, c'est pour ça que je suis un peu désolé, mais il dormait chez une personne qui animait une page technologique du Point. Je vous retrouverai son nom pour le mettre en commentaire. Et j'avais appelé sa femme, puisqu'il était décédé, et il avait une véritable relation d'amitié. En fait, souvent, ces gens sont dépassés. Pourquoi ? Parce que c'est amitié avec Jean-Marie Hulot aussi. Voilà. Non, mais un autre Français. Voilà, ces technologies s'accélèrent. Et je pense que ça fait partie de notre rôle d'essayer de comprendre ce qu'il y a dans les hommes, dans le cerveau, dans la psyché de ces personnes, et qu'elles expliquent en fait où elles veulent nous mener pour qu'on y adhère ou pas, ou en tout cas qu'elles réfléchissent avec nous. C'est une des vertus du livre d'ailleurs, parce que c'est vrai que moi, alors quand je l'ai lu, alors c'est compliqué de lire le livre des gens qu'on connaît, déjà. J'ai l'impression que c'était toi qui me lisais le livre. Bon, ça, c'est mis à part. Mais c'est vrai que quand on regarde les différents portraits que tu as pu faire, moi, c'est vrai que je les ai mis dans 3 ou 4 grandes parties. La première, c'était tous ces géants qu'on connaît, quand certains on a cités, ils ont tous plus ou moins un point commun, ils ont tous des obsessions. Oui. Et tu les mets en exergue. Il y en a certains qui sont un peu, tu en as parlé, qui sont pour moi des débuts des visionnaires. Tu as cité Reid Hoffman, tu as cité Demis Hassabis, tu as cité le patron de Perplexity. Pour moi, clairement, c'est les gens qui peut-être auront un rôle, et peut-être même chez Apple. Peut-être ce serait bien pour Apple, pour certains. Voilà. Après, il y a les rebelles. Alors ça, les rebelles, il y en a certains qu'on va peut-être pas citer aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont un peu particuliers, comme le patron de Telegram. Mais Meredith Whittaker, par exemple, c'est une fille exactement, qui est géniale. C'est-à-dire qu'elle a étudié Foucault à l'université. Voilà. Elle est brillante. Elle s'occupe de Signal, qui est quand même la messagerie. L'histoire de Signal est super aussi. Avec WhatsApp, les mecs de WhatsApp au départ. Voilà, c'est ça. Voilà. Ils ont tout l'argent. Ils se reconnaissent plus dans le modèle Facebook Meta. Ils investissent dans cette fondation. Elle dirige AI, la fondation aussi AI Now. Et elle est extrêmement, entre guillemets, droite dans ses bottes, très cortiquée. Elle sait où elle veut nous emmener. Et je trouve ça intéressant, ces valeurs. Alors, c'est rafraîchissant, c'est intéressant, ces valeurs. Mais encore une fois, ce qui est un petit peu flippant en lisant ton bouquin, c'est qu'ils ont tous pour point commun ces grands moguls de la tech. Tu les décris comme des grands chefs d'entreprise, qui pour certains ont des statuts de chef d'État, puisqu'ils ont... Non, mais je les décris surtout comme des hommes avec leurs faiblesses, leurs fragilités. Ils concentrent quand même un pouvoir jamais vu pour un patron d'industrie. Je suis d'accord, c'est pour ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant. Ils ont des responsabilités qui sont beaucoup plus lourdes. C'est pour ça le problème ou l'opportunité, c'est qu'ils n'ont pas été élus, donc ils n'ont pas véritablement dit ce qu'ils voulaient faire avec la technologie. Certains ne le savent d'ailleurs même pas véritablement. Or, il y a des échecs dans la technologie, mais il y a des fois où ça s'accélère, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'ils viennent à notre rencontre, qu'on sache ce qu'ils veulent faire, et puis qu'ils expliquent, peut-être aussi qu'on les fasse changer d'avis. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça doit être sur le débat public. On dit souvent que la politique n'intéresse personne, en tout cas en France, parce que peut-être on se rend compte que les hommes politiques, en tout cas, n'embrassent pas assez les défis du moment. Et là, effectivement, tu as raison, Olivier. Certains ont trop de pouvoir, certains nous font peur, et c'est pas normal qu'ils ne rendent pas compte de ce vers quoi ils veulent nous emmener. Donc ils ont des responsabilités grandes, pour tu citais de Meta et Facebook. Oui, et puis c'est pas les seuls. Analytica, ça a eu un impact qui a été malheureusement démontré. Il y a aussi 2 chapitres, je me permets très rapidement, il y a 2 chapitres sur la Chine, avec les Chinois comme... enfin voilà. Non, mais ce qui est paradoxal, encore une fois, c'est que tu décris pour certains des personnalités, mais ils ont tous cette volonté, je dirais, louable et sincère de changer le monde. Et d'un autre côté, tu les décris pour certains... un peu enfermés dans leur tour d'ivoire, dans leur somptueuse propriété pour les uns à Hawaï, pour les autres en Nouvelle-Zélande, où ils tentent de se ressourcer, de se déconnecter. Certains même se font fabriquer des bunkers ultra sécurisés. Oui, il y a plusieurs paradoxes, c'est sûr. C'est assez paradoxal de dire on veut changer le monde, on va révolutionner, on va améliorer la vie des gens, et derrière on se prépare à l'apocalypse. J'ai du mal à comprendre. Non, mais c'est sûr. Il y a effectivement ce paradoxe. Là, on pense à Zuckerberg pour le bunker. Oui, mais il y a énormément de personnes qui se sont fait construire des bunkers, effectivement, à Hawaï, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Patron de Palantir, notamment. Voilà, ou Peter Thiel, par exemple. Peter Thiel, je crois. Voilà. Ouais. Donc, en fait, co-créateur de Palantir. Ouais. Et effectivement, j'ai l'impression, mon pressentiment, c'est que l'IA va accroître de manière flagrante les inégalités. Ce bain de sang chez les cols blancs, chez un autre pionnier dont on n'a pas encore parlé, Dario Amodei, donc
c'est intéressant son histoire à Dario Amodei. C'est un physicien. D'ailleurs, les physiciens, globalement, ils sont toujours très intéressants. Je sais pas pourquoi, mais avec sa sœur Daniela, ils font partie de l'équipe safety d'OpenAI. Et c'est cette équipe qui doit justement alerter lorsque OpenAI va trop vite, trop loin. Et ils ne se reconnaissent plus, ils se fâchent avec Sam Altman et ils décident de quitter l'entreprise pour créer Anthropic. Anthropic qui est à la base, à l'origine de la création de Claude. Claude, ce robot conversationnel qui doit son nom au mathématicien américain Claude Shannon. Au début, je pensais que c'était un clin d'œil à la France, malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais qui n'arrête pas d'alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Alors, on peut considérer ça comme un peu hypocrite de sa part parce que lui-même averti contre un bain de sang chez les cols blancs et en même temps investi énormément pour rester dans la course. Mais en même temps, il a le mérite, je trouve, de poser le débat et d'avoir des avis complètement opposés. Un avis, très rapidement, je le dis parce qu'on parle beaucoup de la formation, là où Jensen Huang, lorsqu'il est venu à Paris, on a pu lui demander, on était plusieurs confrères, qu'est-ce qu'il faut apprendre à nos enfants? Lui, il considère que ça ne sert plus à rien d'apprendre le code informatique parce que la machine, parce que l'IA peut le faire bien mieux que nous. Et je l'interroge, je lui dis mais c'est pas totalement l'avis de Dario Amodei, qui considère non seulement qu'il va y avoir beaucoup de chômage et puis qu'il faut apprendre toute sa vie. Et là il me dit je suis d'un avis totalement contraire avec à peu près tout ce que dit Dario Amodei. Donc on voit bien qu'il y a des querelles sur ce qu'il faut apprendre par exemple. Non, mais là pour l'histoire, ce qu'il dit malheureusement et se révèle aujourd'hui vrai. 80% de la maintenance de Google est gérée par des IA. Sauf que, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant. C'est que ceux derrière, il faut quand même des gens pour vérifier et pour tester. Et d'une certaine manière, le développeur va avoir un rôle augmenté. Bien sûr. Et il va pouvoir faire plus de choses et faire des choses plus intéressantes ou dormir 2 heures de plus, comme je le dis souvent. Moi, tout ce que je peux payer 2 heures de moins. Voilà, ou payer 2 heures de moins là pour le client pour corriger cette les bugs. option-là. Si Non, mais en fait, c'est vrai que la satisfaction, elle est là, elle est toujours la même, parce qu'à la fin, que ce soit un développeur ou une IA, bon, le résultat est fait, sauf que le temps est beaucoup plus réduit et surtout, les bugs sont moins nombreux. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, qui se permettrait de passer sur ça? Peut-être un tout petit dernier exemple très intéressant, c'est très concret. Elon Musk, on sait, il a eu beaucoup d'enfants. Bon, entre 10 et 15, je pense que c'est plus proche de 15 que de 10. Son côté transhumaniste, ça, c'est normal. Tant mieux pour lui, voilà, c'est très bien. Il a créé une école sur le campus de SpaceX pour ses enfants, parce qu'il n'était pas content des écoles, même les très bonnes qui étaient dans la Silicon Valley. Et à cette école qu'il a appelée au départ Ad Astra, il l'a rebaptisée depuis vers les étoiles. Il apprenait des choses très intelligentes, comme le bricolage, le fait de mener des projets à plusieurs, etc. Mais il a expliqué que ça ne servait plus à rien d'apprendre les langues étrangères. Or, parce qu'à l'ère de l'IA, à l'ère... le traducteur avec son petit oreillette. Voilà, l'oreillette qui fonctionne de mieux en mieux, les lunettes connectées, etc., qui vont vous permettre de traduire en temps réel ce que dit votre interlocuteur. Or, on sait bien qu'apprendre une langue, ce n'est pas uniquement des mots. C'est aussi une culture, une histoire. Évidemment. Donc moi, je n'ai pas envie d'un monde où on arrête totalement d'apprendre les langues étrangères. Et je ne suis pas le seul. Et c'est intéressant qu'on en parle, qu'on arrête juste de s'en remettre aux solutions technologiques. On en parlait avec Laurent tout à l'heure et avec toi de la Chine. Est-ce que la Silicon Valley, les États-Unis, la plupart de ces moguls sont là-bas? C'est toujours le centre de gravité de l'IA, la Silicon Valley aujourd'hui? Moi, je pense pas, de moins en moins. Là j'ai mis effectivement des personnalités occidentales et africaines, on en a parlé, parce qu'on les connaît davantage, et aussi tout un chapitre sur la France, ceux qui résistent. Tout le monde n'est pas d'accord en France, et c'est super intéressant, en dehors de l'excellence scientifique. Mais il y a cette Chine qui est, pour moi... Vous avez vu les dernières déclarations du boss d'NVIDIA en disant que la Chine a déjà remporté la bataille de l'intelligence artificielle. Vous avez vu le coup de massue qu'on a mis sur Huawei, et Huawei continue à déposer énormément de brevets. On a beaucoup parlé de DeepSeek, il y a beaucoup de bébés DeepSeek. Les chercheurs chinois... Tu as rencontré Ren Zhengfei, voilà. Le parrain de la tech chinoise, fondateur de Huawei, effectivement. Oui, c'est une personnalité assez dingue. L'interview était dingue. J'étais avec Étienne Gernel, qui adore tout ce qui est tech, et on a passé 2h30 et dont l'oncle François Gernel est un des inventeurs de l'ordinateur en France, ça c'est intéressant. Et donc on a passé 2h30 à écouter Ren Zhengfei. C'est génial d'avoir 2h30 pour faire une interview. Ouais, dans la Silicon Valley, c'est plutôt 20 minutes, une demi-heure, ou dans le meilleur des cas, 3 quarts d'heure. Les questions préparées. Et on te demande les questions à l'avance. Oui, souvent les thèmes au minimum, mais là... il y avait sa famille qui était c'était un véritable spectacle qui faisait partie. Il y avait des spectateurs derrière nous. Oui, et là, presque sur une scène avec une vitre derrière pour regarder ce qui se passait. Et là, on voit le temps long. C'est-à-dire que, bon,
Est-ce qu'il a été aidé par l'État chinois, oui ou non? Je pense qu'ils ont eu beaucoup d'aide de l'État chinois, mais pour eux, pour les Chinois, il le dit de moins en moins, avec de moins en moins de complexes, la technologie et cette bataille qu'ils sont en train de remporter, ce n'est que le sens de l'histoire. D'ailleurs, on le voit bien dans les plans de l'État de Pékin, on va devenir maître de l'intelligence artificielle, ça va passer par la recherche, ça va aussi passer, on le voit aussi par les robots humanoïdes. Je parlais avec Patrice Nordet, qui est un ami qui est installé à Shanghai depuis très très longtemps, et il m'expliquait qu'il y avait en ce moment plus de 100 entreprises de robots humanoïdes en Chine, et on va voir, il va se passer avec les robots humanoïdes ce qui s'est passé avec les véhicules électriques, c'est-à-dire que les meilleurs vont gagner. Il y a un fabricant chinois qui s'appelle Fourier, d'ailleurs c'est un autre hommage à nos scientifiques français, mais on voit bien à quel point la Chine va sans doute elle est en ordre de marche et déjà la meilleure sur beaucoup de technologies. Il y a aussi l'Inde qui est plutôt bien passée, puisque tous les dirigeants de la tech sont plus ou moins indiens aujourd'hui. On pense du côté de Microsoft et de Google. Hein. Je fais tout un chapitre aussi sur Aravind Srinivas, donc qui m'a beaucoup impressionné. De Perplexity. Hein. Voilà. Donc lui, avec sa mère qui veut absolument qu'il fasse une IIT, etc. Et oui, on voit beaucoup d'Indiens. On a parlé tout à l'heure de Sundar Pichai, Satya Nadella. Il y en a beaucoup, et Aravind Srinivas, lui, il a cette exigence scientifique, mathématique assez impressionnante. Ouais. Alors, tu disais, les avancées en matière d'IA peuvent aller très très loin, parce qu'il y a aussi de certains dirigeants de la tech qui ont des visions vraiment très libertariennes, et pour certains se sont investis d'une mission qui va bien au-delà de la gestion d'une simple entreprise. Hein. Certains, tu le disais, ont des visions carrément transhumanistes à la Elon Musk, oui. Des hommes augmentés. Tu racontes dans ton livre que tu as testé, tu t'es fait implanter une puce sur la peau. Tu nous racontes? Oui, j'étais en fait alors je sais plus, je crois que je donne l'année, c'était au milieu des années 2010, à une conférence Futur en scène, et effectivement, là je pensais pas du tout me prêter à l'expérience, mais il y avait le représentant de mémoire d'un pays d'Europe du Nord, de la Singularity University, Hans, je crois son prénom, et il disait c'est absolument génial, ça va vous permettre d'y mettre votre groupe sanguin, d'aller plus vite lorsque vous voulez ouvrir une porte, de mettre les contacts. Steve Austin. Voilà. Tu peux ouvrir ta porte en NFC, tu peux... d'avoir les contacts à joindre en cas d'urgence. Et tu as craqué, tu as dit oui. Et puis il y avait un tatoueur, franchement c'était un peu con de faire ça à l'époque, mais je me suis prêt à aller. Il disait si vous voulez, pour ceux qui veulent, à la fin de la conférence, on fait ça va prend 2 minutes. C'était pas trop cher, et je me suis prêté à l'expérience, que je m'en suis un peu mordu les doigts après, parce qu'au bout de 10 jours, 15 jours, et puis finalement je l'ai gardé plusieurs années parce que j'avais toujours des choses à faire. Ça m'a pas servi à grand chose, mais j'ai quand même mis quelques petites infos. Mais j'ai vu à quel point, et c'est vrai qu'il y a tout ce passage où je m'interroge dans le livre, est-ce que je suis moi, est-ce que je suis un autre, est-ce que je suis un cyborg? Je sais que ça avait fait beaucoup réagir à l'époque, y compris au niveau religieux aussi. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et c'est à partir de là où quand j'ai eu le temps enfin de la faire enlever, ça a été, j'ai pas eu de séquelles particulières, en tout cas je pense pas, mais de me dire que l'étape d'après, elle va arriver peut-être plus vite qu'on le croit. On sait que depuis le milieu des années 50, l'apparition du terme intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle les fameux hivers de l'IA avec des phases d'accélération. Mais cette volonté d'Elon Musk de nous greffer une puce dans le cerveau, le fait qu'Alex Wang, ils veulent pas faire d'enfants si on peut pas le greffer, moi je pense qu'il faut réfléchir dès aujourd'hui. C'était le thème d'une conférence d'ailleurs qui a eu lieu à l'UNESCO, et le Chili a failli inscrire ça à sa constitution. C'est la problématique des neurodroits, le droit de garder l'intégrité de notre cerveau et d'avoir le choix plus tard. C'est-à-dire que lorsque vous avez une des personnes les plus en vogue, Alex Wang, qui dit « Moi, je ne veux pas faire d'enfants tant que je ne pourrais pas leur greffer une puce Neuralink », il va peut-être dire demain « Je ne vais pas embaucher quelqu'un s'il n'a pas la puce Neuralink. » Moi, j'ai envie d'avoir le choix. Je ne veux pas de puce Neuralink. Et je veux que mes enfants puissent avoir le choix. Et ça sera, je pense, un vrai combat demain. Les amis, ce paradoxe, cette volonté d'aller très très loin, jusqu'à l'implanter une puce au sein de notre corps, au départ pour des vertus, pour quelque chose de relativement vertueux, pour nous alerter en cas à des fins thérapeutiques au départ. Mais nous avertir d'un pépin de santé. On se rend compte que derrière, il peut y avoir
des dérives qui sont importantes. Bah, c'est sûr, mais de toute façon, c'est pas la première fois que la technologie, au début, elle vient au début pour quelque chose de Bienveillant. bienveillant, normal et tout, et hop, à chaque fois, il y a des dérives. Voilà, j'ai pas les exemples, on n'a pas eu seulement l'intelligence artificielle pour pouvoir illustrer ce type d'exemple, mais les systèmes de surveillance américains, par exemple, On au va en début, parler. ils n'étaient pas spécialement au début pour pourquoi ils ont été utilisés dans les années suivantes. Laurent. Voilà. Le paradoxe de tout ça, c'est que en fait, il y a deux univers qui s'affrontent. Et que d'un côté, il y a un univers un peu accélérationniste, hein, tu vois, Oui. même solutionniste technologique, Oui. on arrive avec les choses. Le problème, c'est que le pendant, c'est presque un univers rétrograde. Et en fait, il n'y a pas de monde entre les deux. D'un côté, il y a ceux qui vont à fond, et la Silicon Valley plutôt C'est vrai, de façon macro, hein, plutôt dans cette direction. Et nous, la Bien vieille sûr. Europe, on est plutôt le parachute debout sur les freins. Donc du coup, et entre les deux, il y aurait certainement un univers de bon sens. Et on a perdu le bon sens. On est soit fou et tu vois les puces, les machins, les bidules, soit ah non, on veut plus rien. C'est-à-dire qu'il y a une course à freiner d'un côté, de l'autre on freine des quatre fers, et au milieu il y a peut-être juste un petit milieu, un petit. Ouais, un petit, et le à paradoxe, trouver. c'est qu'Apple est peut-être ce juste milieu, en n'étant pas aussi accélérationniste, en n'était pas, tu vois, c'est presque quelqu'un qui freine dans la Silicon Valley sur je veux protéger la data, je veux protéger les enfants, je veux pas de porno dans les applications, je veux pas. Il y a plein de choses qui sont bloquées, et finalement Apple joue ce rôle un peu de, je vais pas dire de bon père de famille, mais un peu comme De bon élève. on l'appelait avant, tu vois, tu vois ce côté presque limite un peu. Ouais, je sais pas, parce que entre les lignes, on le trouve un peu, hein, l'opposition entre finalement, on va dire, tu vois, un Zuckerberg d'un côté qui laisse tout faire, mais qui fait quand même un bon cœur. Tu sens qu'il y a une dualité en lui. Ouais. Tu sens en permanence, il y a cette dualité partout, quoi. Alors, c'est le paradoxe de ton livre, hein, Guillaume. En devenant cyborg le temps de quelques jours, tu as vécu une expérience qui bascule vite dans un. Quelques années même. Non, pas quelques années, tu l'as. Si, je l'ai gardé quelques années. Je voulais l'enlever au bout de 15 jours, mais je l'ai gardé Ah, parce quelques que années. j'avais lu que c'était quelques jours dans ton ouvrage. Non, c'est quelques années, d'accord. Quelques années. Tu as vécu un malaise qui révèle quelque part une vérité simple. La technologie peut nous libérer, mais aussi nous enchaîner. L'IA et ses dérives, c'est la conclusion de cette émission. Alors, ce qui est amusant, c'est que durant l'écriture de ton livre, Guillaume, tu as rencontré plusieurs personnes que tu as décrit comme des repentis de la Silicon Valley qui résument parfaitement la logique et les dérives des plateformes numériques. Il y a une personne qui m'a fortement intéressé parce qu'elle a un nom qui résonne particulièrement pour un fan d'Apple comme moi, C'est vrai. qui est Asa Raskin, qui est le papa de... Qui est le fils de Jeff Raskin. Qui est le fils de Jeff Raskin, l'un des inventeurs du Macintosh avant que Steve lui vole le projet. C'est pas l'inventeur Oui, et de l'Infinite Scroll. De l'Infinite Du Scroll. scroll hein. infini, Ouais, ouais. c'est ça. Hein. Ce qu'on a aujourd'hui sur Instagram et sur TikTok. Pourquoi ce sont des lanceurs d'alerte et des repentis de la Silicon Valley? Qu'est-ce qu'ils t'ont décrit comme dérive des plateformes Non, mais c'était numériques intéressant aujourd'hui? comme rendez-vous. Donc, il y a un autre repenti qui est très connu, Tristan Harris. Mais Tristan Harris et Asa Raskin ont fait partie d'une série qui a fait un carton sur Netflix, qui s'appelait The Social Dilemma. Et j'avais pu rencontrer Tristan Harris lors d'un de ses passages à Paris. Et lorsque j'étais allé en Californie, tous les deux, Asa Raskin m'avait reçu à San Francisco, et dans un cadre que j'avais trouvé très reposant, où Asa Raskin prenait je me rappelle, un verre d'eau avec un peu de citron à l'intérieur, et il disait on a besoin de se réapproprier notre attention. Alors, c'est devenu beaucoup plus commun ensuite avec des livres comme La civilisation du poisson rouge, La crainte de l'apocalypse cognitive, de Bruno Patino pour un, de Gérald Bronner pour l'autre. Mais effectivement, à l'époque, c'était assez avant-gardiste. Et puis, il y avait un Français dans leur bande, Tristan Harris m'avait dit tu devrais parler à Guillaume. Et Guillaume, c'est Guillaume Chalot, c'est un des inventeurs de l'algorithme de YouTube. Et tous les trois me décrivaient un monde où... alors qu'ils avaient eu cette phrase qui avait résonné en moi, ils avaient dit souvent une adolescente, lorsqu'elle veut faire un régime, elle va taper 2-3 mots sur YouTube et on va plutôt lui montrer des images presque choquantes de filles anorexiques plutôt que de lui dire véritablement comment Y arriver. voilà, comment y arriver. C'est-à-dire qu'on essaye de choquer pour avoir davantage d'audience. C'est un peu le problème globalement des plateformes gratuites. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être autant de platistes en fait, qui sont actifs sur YouTube. On jouait sur cet algorithme. Et je trouvais ça très intéressant, toutes ces réflexions, surtout lorsqu'elles venaient d'anciens de la Silicon Valley, effectivement. Alors, je cite, c'est une
voilà, je paraphrase, dirons-nous ce que tu dis, tout ce que tu cites. Ils expliquent notamment ces repentis des géants de la tech que comment les plateformes nous manipulent, captent notre attention et en savent plus sur nous que notre propre psy. Google, Facebook, Instagram, il y en a d'autres. Tout se repose sur la captation de l'attention et la revente de données. Notamment, Racine explique que les entreprises savent plus de choses sur nous que la CIA, la NSA et même un psy. Il parle d'une prise de contrôle cognitive facilitée par les IA compagnons, particulièrement prisés chez les jeunes. Oui, et puis c'était encore avant le Phénomène TikTok. oui, le phénomène TikTok. Oui, ça c'est pour l'attention. Et puis ce qu'il dit dans la citation que tu reprends, Olivier, c'est qu'il y a les IA compagnons, c'est-à-dire ces fameuses IA. On va faire un tout petit peu d'histoire. Je vais faire un peu mon papy de la tech, mais Vas-y. avec l'apparition des réseaux sociaux, la promesse c'était que le jardinier de Bangalore pouvait converser avec Bill Gates, qui pouvait parler avec le notaire de Clermont-Ferrand, tout le monde parlant de voix égale, tout le monde se rapprochant, on était un grand peuple, etc. Or, on a vu malheureusement, alors il y a eu aussi des effets très positifs des réseaux sociaux, mais que ça nous a enfermés dans des bulles algorithmiques. Or, ce que je redoute avec... Ce qu'on vit aujourd'hui avec ces différentes communautés qui ne se parlent pas et Voilà, qui qui continuent à s'insultent en cultiver permanence, etc. leur propre... C'est horrible. Ils ne changent jamais d'avis, du coup. Voilà, c'est le règne de l'apparence, avec certaines dérives d'Insta, et puis la division. Or, ce que je redoute avec ces IA qui ne te disent jamais « je ne sais pas », qui vont te dire exactement ce que tu veux entendre. Ce que tu veux entendre, oui, ce qui est l'inverse d'un bon copain. Un bon copain, il va t'aider, te soutenir lorsque t'es pas bien, mais il va aussi te dire « là, tu déconnes ». L'IA ne te dit jamais ça. Or... Est-ce que tu es un client ? Non, mais elle a envie que tu reviennes. Ce n'est pas un ami. Voilà. Donc, c'est pas un bon ami, entre guillemets. Et donc, pour faire très vite, on a vu certaines dérives aux États-Unis avec les suicides, etc. Et c'est un peu là où les IA compagnons, il faut les prendre avec des pincettes et il ne faut pas se confier uniquement à une IA, je pense. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Alors, j'ai envie d'avoir ton avis d'ami, me dire, là, tu te trompes, Guillaume. Non, c'est intéressant que tu as cité Replica. Le cas Replica est intéressant parce que la naissance de Replica au départ, c'est la mort d'un être cher. Hein. Oui. Donc c'est un jeune qui se fait faucher en Russie par une voiture et en fait une amie elle demande à tous ses amis, est-ce que vous pouvez me donner les SMS que vous avez eu avec lui? Pour modéliser un modèle. Et donc on parle d'avant les LLM d'aujourd'hui, hein, ça date des années 2010, tout début 2010. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui tu te rends compte que quand tu entends ce qui est devenu Replica, c'est devenu presque, allez je dirais un ogre au sens, tu vois le truc énorme quoi, tu vois. La difficulté, l'idée au départ, c'est de faire un clone quelque part d'une personne disparue, c'est ça. Hein, oui, pour résumer. Oui, c'était ça. C'est intéressant parce que j'ai fait pas mal d'audits de l'utilisation des IA. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a deux générations qui utilisent les IA dans les gens que j'ai réussi à interviewer. Les très jeunes, quand je dis très jeunes, professionnels, hein, je te parle dans l'univers professionnel. C'est-à-dire les jeunes entrants. Et les jeunes diplômés, quoi. Ouais, et les vieux, c'est-à-dire nous. Okay, tu mets dans un vieux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la tranche du milieu, ils ont plus de mal. C'est le paradoxe. Donc, les vieux ont tendance à avoir compris la puissance et tout ça. Et les jeunes, c'est un moyen d'intégration. Par exemple, j'arrive, si je dois passer du temps à essayer de comprendre un nouveau job, je vais faire suer tout le monde en disant alors comment on fait ça et comment on fait ça. Donc en fait les jeunes ils prennent le maximum d'infos en un temps très court et ensuite ils nourrissent l'IA en disant voilà ce que j'ai entendu, comment je fais pour être bon là-dessus. C'est un outil d'efficacité pour donc c'est un outil d'intégration dans le truc. Donc je suis partagé parce qu'effectivement il y a ce biais et tu parlais tout à l'heure de tous les problèmes de suicide, mais c'est aussi un sparring partner. Oui. Hors pair. Et donc c'est toute la dualité. Quand tu vas bien, c'est le meilleur des amis parce que surtout c'est froid. Va demander à ton ami ce que tu penses sur un sujet, il va jamais te donner un bon conseil. Il va te dire, je posais la question, il y a une des jeunes filles que j'interviewais et qui disait, j'ai appris que ma collègue, elle lui posait des questions sur les relations amoureuses. Moi j'ai peur de lui poser des questions sur les relations amoureuses et j'ai donc posé la question à l'autre, pourquoi tu lui poses des questions sur les relations amoureuses? Elle me dit parce que toutes mes copines, elles ont un biais qui est le même parce que ce sont mes amis. Et elles ont le même biais, elles ont le même biais que moi. Et en fait, elles me font faire des actions qu'elles aimeraient faire elles, mais qui ne sont pas les miennes. Alors que quand je demande à l'IA, elle est froide, elle est passionnée. Et des fois, je lis, je dis, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et je prends du recul. Donc, on en arrive à la même chose. Des passionnés, parfois du bon, hein, évidemment. On en arrive à la même chose que ce qui s'est toujours passé. C'est que quand tu prends du recul avec intelligence sur un sujet, tu t'en sors mieux. Et donc, du coup, l'IA, dans ce cas-là, est ton
un outil d'une puissance phénoménale. Et si tu scrolles toute la journée et que tu crois les platistes et tout ça, tu risques d'aller dans un biais qui va te faire te satelliser dans quelque chose de très sombre et qui va t'amener vers l'enfer. Alors au-delà de ce phénomène qui pourrait être beaucoup plus global et qui concerne des millions, voire des milliards de personnes à terme sur notre planète et notamment les plus jeunes, d'autres dérives ont été constatées, tu as constaté dans ton ouvrage, pas forcément des dérives, parce que pour certains c'est vraiment une démarche vertueuse, c'est que certains dirigeants de la tech, notamment dans la Silicon Valley, se sont plutôt investis d'une mission, comme protéger les intérêts des États-Unis par rapport à des menaces extérieures, notamment après le 11 septembre. Pour certains, n'hésitant pas à collaborer avec la CIA, mais mettant à disposition leur technologie. On pense à Alex Karp de Palantir. Tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'est Palantir, parce que c'est très connu du milieu de la tech que nous sommes, mais pas forcément du grand public. Non, mais c'est une entreprise qui ne cache pas du tout ses liens avec la CIA, qui a eu des investissements de In-Q-Tel, vous savez, le fonds d'investissement de la CIA, qui a été co-inventé effectivement par Alex Karp, qui est une personne brillante au niveau philosophique, et fan de Jürgen Habermas, comme des BD, et qui est francophone, qui apprend le français, etc. Donc quelqu'un vraiment de brillant, fan de Tai Chi, il a plein de facettes différentes. Et Peter Thiel qui a joué un rôle... Le mogul des moguls. Voilà, c'est-à-dire que, avant de prendre position politiquement, notamment lors du premier mandat de Donald Trump, Donald Trump, de manière très massive, a joué un rôle, y compris chez Y Combinator, donc qui est un peu l'écurie de start-up aux États-Unis, très sélective, par lesquelles sont passées énormément d'entreprises, comme Airbnb. Entre autres. Qui était dirigé par Sam Altman à un moment donné. Exactement. La première fois que j'ai rencontré Sam Altman, il était chez Y Combinator, qui est au-dessus du... c'est le symbole de la Pepa Valley, de la Paper Mafia, comme tu l'as décrit. Oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté, etc., et qui a beaucoup investi chez des jeunes à qui il encourageait de ne pas poursuivre leurs études. C'est parce qu'il disait, vas-y, on va gagner du temps, etc. C'est une bourse de $100 000, c'est ça? Ouais, c'est... Mais il s'engage à ne pas... écho chez Laurent Alexandre en ce moment. Voilà. Il est présent dans énormément de choses. Et donc, il y a cette entreprise Palantir qui est très présente, notamment à Palo Alto. Et, bâtiment très impressionnant. Donc, c'est plutôt une entreprise de cybersécurité. Comment tu la décrirais, cette entreprise? Le nom, c'est Pierre de Vision. C'est c'est prévoir les menaces. C'est prévoir les menaces. Ouais. Eux-mêmes considèrent qu'ils sauvent le monde pour des menaces. Disent qu'ils ont joué un rôle dans l'arrestation de Ben Laden. Ils ont trouvé Ben Laden. Hein. Voilà. Non, mais ils sont très forts. Moi, j'ai pu voir à un moment bien précis. Ils avaient récupéré des vidéos sur Telegram. Ils ont récupéré d'autres vidéos dans la vie réelle. Ils ont pu faire des regroupements et ils ont pu trouver des otages. Localiser 6 lieux où il y avait des otages. Et donc, quelle est la démarche derrière Palantir? C'est ça que je ne comprends pas. C'est comme beaucoup d'entreprises de renseignement, c'est rassembler énormément de données. Privées, donc de renseignement privé. C'est pas une entreprise publique. Non, mais qui travaille pour beaucoup de gouvernements, qui travaillent en ce moment pour l'État américain de plus en plus. Ils ont négocié énormément de contrats. Mais ils travaillent aussi pour l'État français. Ça, c'est... de manière continue depuis assez longtemps, et ils expliquent aussi travailler pour certaines ONG, etc. Mais c'est ce fonctionnement qu'on peut considérer un petit peu, et je pense que là aussi Palantir aurait intérêt à ouvrir un petit peu sous le capot, montrer comment ils travaillent, ce qu'ils font exactement, même si ça va peut-être à l'encontre de leur mission, mais c'est quelque chose qui participe à l'inquiétude que certaines entreprises de technologie peuvent avoir. Donc tu penses plutôt à de l'espionnage industriel, c'est ça en clair? Pas simplement prévoir les menaces qui pourraient demain... Oui, non, mais ils travaillent pour certaines ONG, ils travaillent pour des gouvernements et aussi ils travaillent pour des entreprises privées, c'est sûr. Et je pense que des entreprises comme Palantir, alors ils vont le faire, et je pense de plus en plus, auraient intérêt à communiquer, à ouvrir davantage ce qu'ils ont sous le capot, parce que une entreprise qui ne communique pas du tout, eh bien, ça fait peur, par définition. Tu crois vraiment qu'ils vont ouvrir leur coffre-fort? Petit à petit, ils vont... Tu ne penses pas que la seule solution, c'est que finalement, chaque en tout cas, s'équipe de son propre Palantir, en fait? Oui, il y a ça, mais l'exemple à ne
le pire, entre guillemets, de la technologie de surveillance, c'est un peu Clearview. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va collecter de manière totalement illégale énormément de données biométriques. Et lorsque vous allez envoyer n'importe quelle photo, elle va pouvoir vous retrouver son identité. On l'a vu là, à travers un exemple récent des personnes qui portent des lunettes à reconnaissance faciale. On va pouvoir, c'est un journaliste qui a tenté l'expérience récemment, on va pouvoir savoir votre nationalité, votre âge, vos revenus et surtout votre identité. Honnêtement, c'est pas forcément un monde dans lequel on a envie de vivre. En tout cas, on pourrait en parler pendant des heures. C'est un ouvrage passionnant. Si pour les fêtes, vous cherchez un cadeau vraiment original, le lien est dans la description de la vidéo pour offrir ce bouquin. Pionnier, voyage aux frontières de l'intelligence artificielle, c'est signé Guillaume Gralet. Et c'est passionnant, ça se lit comme un roman, croyez-moi. Et malheureusement, c'est une réalité. Pour certains, il y a quand même des bons côtés autour de l'IA. Allez les amis, on passe au coup de cœur. Guillaume, est-ce que tu nous as préparé un petit coup de cœur, une petite techno, une petite série, un petit bouquin en dehors du tien, ou que sais-je, une personne qui t'a fait craquer récemment? Non, mais on en a parlé très, très rapidement, mais je le dis parce qu'elle aurait mérité un chapitre entier et d'autres méritent des chapitres entiers et ça sera peut-être l'occasion d'un Pionnier 2, on verra. Peut-être Kate Callow, dont j'ai parlé très rapidement, avec son projet Amini, de redonner des données géographiques pour les Africains, je trouve ça assez fabuleux. Elle ne veut pas que l'Afrique devienne ou redevienne une nouvelle colonie numérique, je trouve ça intéressant. Et Hussein Dembel Sow, que j'ai rencontré au fur et à mesure des années parce qu'on s'est retrouvé des salons. C'est un réalisateur sénégalais qui va utiliser des images générées par intelligence artificielle pour refaire revivre certains épisodes historiques, notamment Tiaroy 44, où avec différents artistes, des scénaristes, des musiciens, il a redonné vie à ce massacre qui a eu lieu en 44, où des tirailleurs sénégalais ont été tués par certains Français, tout simplement. C'est très intéressant, mais surtout, il a une démarche très éthique parce qu'il collabore avec le Moon Valley Studio. C'est un studio installé en Californie, lui aussi, qui va générer des images par intelligence artificielle, mais qui promet, et c'est la promesse, et il faudra voir si elle est suivie des faits, mais intéressante, de respecter les droits d'auteur. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est un écueil très important de l'intelligence artificielle. Je crois qu'on pourrait en parler malheureusement pendant des heures, mais on fera, si tu fais un deuxième tome, on t'invitera à nouveau avec grand plaisir. Stéphane, ton coup de cœur cette semaine? Alors, mon coup de cœur, c'est plus terre à terre. Oui, c'est terre à terre, justement. Sans jeu de mots. Vous connaissez ce chargeur d'Apple classique, il vaut, je sais pas, j'essaie de regarder le prix. 70 €. 70 €, merci beaucoup. Moi, j'ai un Apple Store. Voilà, c'est un Apple Store en tête. Voilà, je sors d'une émission de Noël. Je veux juste que vous voyez la taille de ce que j'ai en main par rapport à ce qu'a. Non, je ne vois pas Maryse. Eh ben, quel prix, Maryse? Size does matter. Eh ben, Pierre. Pas chez Stéphane. Eh ben, voilà, exactement. Voilà, Pierre. Donc, en gros, voilà, vous voyez, c'est un tout petit chargeur de la marque Rolling Square, 62 watts, le plus petit que. C'est vraiment minuscule. Minuscule. Ouais, ça fait la même puissance, hein, les deux font la même puissance. Et la même puissance, 25 € en plus, donc beaucoup moins cher. Et je peux que vous encourager à l'essayer, parce que ça ne vaut pas très cher d'ailleurs, mais surtout, vous allez voir, vous allez l'adopter. J'ai fait un test. En gros, c'est un chargeur de MacBook grand comme un téléchargeur d'iPhone. Exactement, mais simplement, moi j'ai testé sur un iPhone. Mais merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Merci Laurent. Non, mais ce que dire, voilà, c'est donc un chargeur donc 65 watts, le plus petit qui existe sur le marché. Donc, ce qu'on peut quand même oser espérer, c'est qu'Apple puisse le proposer bientôt de cette taille-là. Je ne parle pas pour le prix, mais au moins de cette taille-là, parce que c'est sûr que le prix aussi, ce serait sympa. Voilà, bien sûr, bien évidemment. J'ai fait un test sur un iPhone qui était quasiment à 0%. Il est venu il a eu 80% en même pas 45 minutes. Remarquable. C'était vraiment une super affaire. Donc, je vous dis, là, le chargeur de chez Rolling Square, super tiny. Laurent, quel est ton coup de cœur cette semaine? Le dernier coup de cœur de l'année, les amis. Ouais, oui, c'est le dernier coup de cœur de l'année. Écoute, ça tombe bien parce que c'est un coup de cœur 2026, donc c'est parfait. Donc il y a quelques semaines, on a la saison de Formule 1 qui s'est terminée par le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, donc le 7 décembre dernier. Et en fait, dès le 8 décembre, les conditions générales du site Formula One ont changé pour indiquer qu'à compter du 8 décembre, on ne pouvait plus prendre d'abonnement Formula One pour les États-Unis. Il y a l'application iPhone, iPad qui te permet de regarder la Formule 1. Exactement. Et donc, on ne peut plus aux États-Unis prendre d'abonnement parce que les droits ont été cédés à
Apple. Et donc, du coup, tous ceux qui ont un compte Apple, on est dans l'attente, Apple américain, nous sommes dans l'attente de ça. Toi, tu as un compte américain. Oui, et donc nous sommes dans l'attente de savoir à quoi aurons-nous droit grâce à Apple. Tu es impatient. Très, très impatient. Donc, c'est le dernier coup de cœur de l'année parce que, a priori, l'année 2026 sera différente. Donc, j'invite tous ceux qui ont un compte américain et qui aiment la Formule 1 à aller regarder ce que va nous offrir Apple. Voilà. Exactement. Oui, la promesse, c'est dans l'offre de base Apple TV à moins de $20 par mois, si je ne dis pas de bêtises. Vous aurez en plus l'offre sportive MLS, donc pour le football américain, enfin le soccer aux États-Unis, la Ligue américaine du soccer. MLS, oui. Et puis vous aurez aussi dans le même prix la Formule 1 avec des contenus enrichis, pourquoi pas des contenus pour le Vision Pro, on verra, on a hâte de voir ça. De mon côté, c'est bien terre à terre, mais c'est un produit qu'on a oublié de vous présenter dans l'émission de la semaine dernière sur les coups de cœur de Noël, et ça tombe bien, Noël c'est dans quelques jours. C'est un dock pour recharger tout votre attirail geek, c'est Belkin qui fait ça, il permet de recharger votre iPhone, votre Apple Watch et vos AirPods. C'est vraiment, moi, le chargeur que je trouve le plus sympa du marché, parce que simplement il est beau, il est élégant. C'est le Belkin Boost Charge Pro 3 en 1 magnétique variable charging stand à vos souhaits. Tout simplement un stand élégant pour une recharge rapide en Qi 2 jusqu'à 15 watts. Son prix est un peu élevé, 149 €, mais c'est celui adopté par Madame Frigara, donc a priori c'est le bon choix. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Guillaume, tu reviens quand tu veux. Merci, vous avez été super. Passionnant. N'hésitez pas à foncer dans les bonnes boulangeries pour vous procurer ce magnifique Bonne ouvrage. boulangerie Oui, à manger. Oui, bien sûr. Oui. Non, c'est voulu, c'est un trait d'esprit, mais bon, voilà. C'est ce que l'IA ne pourra jamais faire. Merci Stéphane, merci Laurent. On vous souhaite de joyeuses Bonne année. On se retrouve. Bonne fin d'année. Bonne fin d'année. On se retrouve dès le mois de janvier pour reprendre la saison d'On refait le Mac. À très vite et passez de bonnes fêtes. Salut.